Bonsoir à tous. Merci d'être là un vendredi soir pour ce débat qui a été initié par le conseil d'administration de la MJC. Parce que vous savez tous qu'il va y avoir une élection municipale courant novembre, donc très bientôt. Donc l'idée du conseil d'administration, c'était d'organiser une rencontre avec les candidats et les citoyens. Surtout pour que les citoyens puissent discuter, écouter les candidats qui souhaitent les représenter sur la commune. Donc la MJC, c'est un espace de démocratie, d'émancipation et aussi, surtout, un espace d'éducation populaire. Donc il est tout à fait légitime pour la MJC, association, de proposer ce débat. Il n'est pas question non plus, l'idée, c'était pas de soutenir une liste ou d'en déstabiliser une autre, d'en décrédibiliser une autre. C'était surtout qu'il y ait un échange entre les personnels, les personnaises, le public et les candidats pour vraiment décrypter, éclaircir les discours politiques de chacun et de chacune. Donc des invitations ont été envoyées aux 3 listes en présence. Une réponse de M. Lombard qui a été extrêmement rapide, donc disons qu'il souhaitait venir. Une seconde donc, de M. Casse par l'intermédiaire d'un de ses colistiers qui ne souhaite pas participer à ce débat. Et la réponse aujourd'hui de M. Rathieville disant que ses obligations professionnelles l'empêchaient d'être là ce soir. Je tenais à préciser que les invitations ont été envoyées le 5 octobre. Donc voilà. Donc ce soir, pour animer ce débat, le conseil d'administration de la MJC a décidé, pour un souci de neutralité, d'impartialité, que ce ne soit pas un membre du conseil d'administration ni de la MJC d'animer le débat, mais ça sera Charles Henry, qui est président de la fédération départementale des MJC et administrateur régional, donc qui va animer ce débat dans un souci d'éclaircissement, garantir les temps de parole et le respect aussi de chacun. Voilà, et je vous remercie, et puis bon débat. Monsieur Lombard, le seul candidat en présence qui a bien voulu participer à ce débat. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, bonsoir, le son, je parle assez fort, je ne sais pas si ça marche. On peut l'augmenter s'il faut. Un peu plus, c'est bon. Donc oui, je ne vais pas redire tout ce que vient de dire la Présidente, c'est très très bien. Effectivement, c'est un lieu, les candidats ont de la chance qu'on leur propose de débattre. La chance a été saisie, vous aussi, donc c'est très bien. Enfin, tant pis ou tant mieux, je ne sais pas pour les autres. Voilà. Donc c'est important dans cet esprit-là. Quand on regarde des débats à la télévision, souvent c'est un peu décevant parce que c'est des petites phrases, parce qu'on se coupe la parole, parce que c'est très codé. Voilà, faut que je me pète là, c'est ça? Oui, on a la lumière. Ah, pour la lumière, c'est pour moi qui dois être dans la lumière, c'est vous ou le candidat? Ok, très bien. Donc la télévision, c'est souvent un peu décevant. Alors si on est vraiment dans la politique, on comprend plus ou moins des choses. C'est un peu des espèces de match. Il y a un vainqueur, un vaincu. On n'est pas dans cet esprit-là. Donc effectivement, comme l'a dit Alba, il y a un candidat, il y en a d'autres, et puis c'est vous qui ferez votre choix, mais en meilleure connaissance de cause avec ce débat, c'est dans cet esprit-là qu'on est là. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le déroulé, il n'y aura pas d'échange entre les candidats, mais il y aura des échanges entre le candidat et la salle, c'est important. La MJC elle-même éventuellement aura quelques questions à poser parce qu'on n'est pas complètement neutre dans toute cette affaire, on a des choses à faire valoir, voilà, mais ce n'est pas nos intérêts, c'est l'intérêt pour les habitants. Donc 3 thèmes, la jeunesse, la culture et la transition écologique. C'est des thèmes qui ont été choisis collégialement au conseil d'administration, et puis un certain nombre d'adhérents, de salariés de la MJC ont cogité, ont formulé quelques questions, voilà, comment ça va se passer en tant que tel, comment ça a été préparé. Voilà. Alors maintenant, on va vous donner la parole sur chacun des thèmes, mais tour à tour. D'abord, 2 minutes de présentation, parole libre sur le thème de la jeunesse. Voilà, vous allez me dire, là c'est totalement libre, on ne sait pas, on va découvrir. Et puis ensuite, 2-3 questions pensées par, on va dire, des adhérents et des salariés de la MJC. Et puis ensuite, des questions du public, de réponses, puis après on passera au second thème, et puis de la même manière, 2 minutes d'intervention libre, puis des questions, et puis
on va faire comme ça, et puis ça se terminera très bien. Et puis, voilà. On s'écoute, bien sûr, hein, on évite de se couper la parole. On a le droit de ne pas être d'accord, hein, mais dans le respect, la bienveillance en tant que tel. Et j'ai remercié vous, mais vous aussi, parce que c'est pas évident d'être confronté comme ça. C'est jamais facile. Je sais que je participe à d'autres débats, j'anime des débats de ce genre. C'est pas facile pour les candidats, parce que c'est pas des... Enfin, je ne connais pas spécialement, donc, mais c'est pas nécessairement des super professionnels habitués à passer sur le plateau de télévision. Donc il y a une certaine appréhension. Donc je trouve que c'est méritant de quand même venir, de s'exposer. Les professions de foi, c'est facile, c'est écrit, mais là, parler, être en face des habitants, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais vous allez y arriver, bien sûr, parce que vous êtes là pour ça. Voilà. C'est entendu, c'est bon comme ça, ça vous plaît, ça marche. Voilà. Donc premier thème sur la jeunesse. Ça ne vous surprend pas, hein, Maison des Jeunes de la Culture, il faut bien qu'on parle de la jeunesse ou des jeunesses. Voilà, on vous laisse à peu près 2 minutes. On n'est pas à 3, 4 ou 10 secondes près, mais ça ne sera pas 5 minutes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci à la MJC, au conseil d'administration, à Madame la Présidente, Madame la Directrice, de votre présence et surtout de votre invitation, pardon, et de votre présence à tous ici ce soir. Donc, je me présente, Sébastien Lombard, conseiller municipal de Persan, élu en 2020. J'ai commencé à être conseiller municipal en 2017 à Persan, et donc candidat pour ces élections municipales partielles anticipées les 6 et 13 novembre 2022 prochains. Alors, bon, peut-être que vous connaissez un peu le contexte de cette élection, donc je vais être très très court, très très bref. Cette élection intervient dans un contexte où ceux qui gouvernaient ensemble cette ville ont décidé de se diviser et donc de provoquer de nouvelles élections. Donc si on a des élections aujourd'hui, c'est qu'elles ont été provoquées par ceux qui étaient censés gouverner ensemble depuis 2 ans seulement, depuis 2020, et qui ont pris un certain nombre de décisions pourtant durant ces 2 dernières années, qui ont pu affecter les politiques notamment de jeunesse, de culture ou d'écologie, affecter ou ne pas les affecter parce qu'il ne s'est pas forcément passé quelque chose. En tout cas, nous, avec ma liste, puisque c'est un collectif, la politique c'est pas qu'une affaire personnelle, en l'occurrence je suis là puisque je me présente pour être votre prochain maire, donc c'est normal que je sois en responsabilité ici devant vous et il faut toujours s'adresser au premier des responsables dans la vie et dans la société. Mais je tiens à saluer aussi toute mon équipe qui est très impliquée avec des personnels et personnels issus de toute la ville et de toutes les générations. Et l'intergénérationnel, c'est aussi quelque chose d'important auquel je sais que la MJC est très attachée aussi, qu'elle fait vivre au quotidien par ses activités. Alors la jeunesse. La jeunesse, pour nous, c'est une priorité pour la liste Rassemblée Persan et pour moi parce que, en fait, nous sommes une ville déjà jeune, simplement une ville dans laquelle il y a beaucoup de familles, beaucoup de jeunesse et une des villes les plus jeunes du département, peut-être parmi les plus jeunes de l'Île-de-France, enfin on le sait. Et donc ne pas faire de la jeunesse une priorité est pour nous un vrai problème depuis un certain nombre d'années dans notre commune. Et en tout cas, nous avons fait le constat que la jeunesse n'était pas suffisamment une priorité. Il y a eu toute une partie ou plusieurs pans de la jeunesse qui ont pu être oubliés ces dernières années dans les politiques publiques municipales ou territoriales. Et donc cette priorité est rendue encore plus forte. Alors vous allez me dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire, la priorité à la jeunesse. C'est de faire en sorte que dans chacune des politiques qu'on va mener, on intègre la réflexion de est-ce que cette politique intègre, émancipe, fait progresser, élève les jeunes. Ce n'est pas considérer justement que la jeunesse est un secteur qu'il faudrait mettre de côté, qui ferait pas partie du droit commun des politiques en général, mais au contraire, voilà, les jeunes font partie, comme toutes les autres générations, les autres catégories de la population, du droit commun, et donc doivent être considérés à ce titre. Par exemple, un exemple très concret, nous, notre proposition phare dans la ville, c'est de créer un centre de santé pour les 3 prochaines années. Et un centre de santé, par définition, ça concerne tout le monde, et ça concerne aussi beaucoup les jeunes. Parce qu'on pourrait avoir pour premier réflexe de se dire ça concerne surtout les gens qui ont des problèmes de santé, ou je sais pas moi, les personnes âgées, ou les personnes qui ont des problèmes particuliers de santé, sans rentrer dans le détail. Évidemment, puisque
La santé, c'est aussi beaucoup une affaire de politique de prévention. Et la prévention, ça commence par définition le plus tôt possible et par les plus jeunes âges, et donc notamment les âges dits de la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est au sens large, ça peut être l'enfance, la petite enfance ou l'adolescence. Mais en tout cas, voilà, nous, on a cette réflexion déjà de vous dire que notre priorité des priorités, c'est la santé, le bien-être. Et donc on va créer un centre de santé municipal à Persan. Je vais créer un centre de santé municipal avec d'ailleurs une adjointe à la santé qui sera jeune elle-même. Donc c'est tout un symbole également, puisque pour nous, voilà, c'est vraiment très important que l'égalité d'accès aux soins soit une réalité dans notre commune qui est devenue un désert médical. Parce qu'aujourd'hui, les médecins qui sont sur la commune, sur le territoire, ce sont des médecins qui sont le plus souvent plus en mesure de prendre de nouveaux patients. Et c'est le cas de tous désormais maintenant, malheureusement. Et il faut du coup amener une politique volontariste de santé publique. Et un centre de santé municipal, c'est pas une maison privée de santé. Un centre municipal de santé, c'est un centre où l'égalité d'accès aux soins est réalisée parce que, en fait, elle réunit des médecins, des infirmières, des spécialistes qui n'ont pas le droit de pratiquer les dépassements d'honoraires. Dans les centres médicaux de santé municipaux, on a obligation de faire le tiers payant généralisé, donc c'est-à-dire l'avance de frais de soins. Par ailleurs, il n'y a pas de liste fermée de patients à l'avance, donc tout le monde pourra prendre rendez-vous dans le centre de santé. Enfin, c'est un exercice collectif pluridisciplinaire qui permet justement de favoriser ces politiques de prévention, et l'exercice collectif permet aussi, parce que les médecins, les infirmières, les spécialistes se parlent entre eux, de favoriser des politiques d'accompagnement renforcées du parcours de soins des personnes, tout en faisant en sorte que tout le monde puisse se dire « bah oui, je peux recourir aux soins, c'est à côté de chez moi en plus ». Donc le centre de santé municipal, par définition, il est municipal. Moi, je préférerais même qu'il soit intercommunal. Eh bien, c'est un centre qui permet justement d'avoir accès aux soins facilement, y compris physiquement, géographiquement, quand on sait que beaucoup d'entre nous peuvent avoir des problèmes de mobilité, et j'ai envie de dire notamment les jeunes qui peuvent avoir des problèmes de mobilité. Donc voilà ma première réponse en termes de priorité jeunesse. Si on ne pense pas à la santé, à quoi on pense ? Ensuite, évidemment qu'il y a des politiques qui peuvent concerner plus spécifiquement les jeunes, comme l'accompagnement sur l'insertion professionnelle, sur l'emploi. Et là, je pense beaucoup à des acteurs comme la mission locale, mais pas que. La MJC peut aussi être un lieu ressource pour l'emploi. Et donc, moi, je pense qu'il faut redynamiser nos acteurs locaux, qui, je le sais, font un travail sur des grandes échelles parfois, notamment en ce qui concerne la mission locale. Donc, moi, je salue les professionnels, mais je suis quand même très exigeant, et nous serons très exigeants. On peut faire mieux et plus, et notamment parce qu'ils n'ont pas forcément, à mon sens, toujours eu les bons interlocuteurs municipaux, même si, encore une fois, je ne juge pas les personnes, mais je regarde les faits des politiques publiques qui ont été menées. Et donc j'ai vu trop de jeunes, trop de parents me dire qu'ils n'ont pas été suffisamment suivis en termes de politique d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion professionnelle, de formation, pour me dire qu'on peut en rester là et que finalement il suffit de continuer le ronron habituel. Eh bien non, il va falloir vraiment travailler plus entre acteurs, faire qu'il y ait des synergies entre tous les acteurs, et surtout, synergie, il y a le mot que je retiens, énergie, pour qu'on remette beaucoup d'intérêt à suivre chaque jeune dans toutes les dimensions. Évidemment, quand il y a insertion professionnelle et l'emploi, c'est s'assurer qu'il y ait des bonnes formations, s'assurer des centres d'intérêt et des capacités des jeunes pour aller vers telle ou telle orientation, telle ou telle filière. Et pourquoi pas par la suite s'assurer que ça correspondait bien. Est-ce qu'il ne faut pas faire une passerelle pour aller vers un autre secteur ? Mais ne rien lâcher pour que chacun puisse se réaliser dans son activité professionnelle ou vers l'emploi. Et ça, on y mettra toute notre énergie, croyez-le bien. Ensuite, oui, pardon, je suis déjà beaucoup trop long. J'ai encore 30 secondes. On va là accepter, mais pour les autres thèmes, d'accord, je ferai plus ascendant. Donc alors, simplement dire que voilà, en termes de matière de politique culturelle aussi, on sera très exigeant pour que la MJC et d'autres acteurs puissent mener des politiques culturelles. Notamment, je veux créer un studio d'enregistrement pour les musiques actuelles à Persan.
Et je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec la MJC de Persan, mais j'aimerais bien que ce studio se trouve ici. Je pense qu'on y mettra les moyens, on mettra ce qu'il faut pour que ça ait lieu, mais il y a des talents qui existent déjà sur le territoire et d'autres peuvent éclore. Et dans toutes les musiques, que les jeunes puissent se réaliser, c'est important. Enfin, dernière chose, les politiques éducatives, la jeunesse, c'est aussi réussir à l'école et donc faire en sorte qu'on mette en place, c'est une de nos mesures phares aussi, des cours, des études encadrées le soir pour qu'on lutte contre les inégalités scolaires et sociales, pour que les devoirs soient faits en études municipales et qu'après, quand on rentre à la maison, on se consacre à la vie familiale, au repos et à lire un livre avec ses parents avant de s'endormir. Voilà. Merci, c'est beaucoup, c'est effectivement bien complet, puis il manque encore des choses évidemment. Voilà. Alors justement, une question qui a été pensée à propos d'un projet Maison de la jeunesse. Voilà. Très bien, ici c'est Maison pour tous, Maison des jeunes de la culture. Comment ça peut s'articuler? Ou pas? D'abord, il faut quand même préciser que cette maison de la jeunesse a été décidée par ceux que j'appellerais peut-être mes prédécesseurs. Donc voilà, moi je ne suis pas comptable de la création de cette maison. Après, de ce local, moi j'appellerais tout ça un local, enfin bon, peu importe le terme. Ce qui compte, c'est de savoir voilà, ce qu'on peut faire des ressources municipales dont on dispose à l'instant T et d'en faire quelque chose d'utile pour tous les jeunes. Donc moi, comment je vois ce lieu, ça peut être un lieu complémentaire où on fera des choses peut-être qu'on ne pourra pas faire à la MJC éventuellement. Voilà, après on verra à l'usage ce qu'il convient de faire de ce lieu, du moment que ça aide tous les acteurs à réaliser les bons projets pour les jeunes et qu'on peut y faire des choses intéressantes. Moi, j'ai pas d'obstacle particulier à tel ou tel endroit pour la jeunesse. Par contre, ce à quoi je serais vigilant, c'est de préserver, de renforcer le rôle de la MJC. J'ai toujours été très clair là-dessus, donc je le serai aussi ce soir. Et j'ai toujours défendu avec mes collègues au conseil municipal, notamment Madame Renaldelli ou Monsieur Bouzy-Nézard, qui sont là ce soir, que je salue. On a toujours défendu l'idée que voilà, les ressources, tant financières, humaines, que les moyens de mener des projets par la MJC étaient pour nous centraux et devaient être préservés parce qu'on sait toute la richesse de l'histoire qu'a apporté la MJC à Persan depuis sa création jusqu'à nos jours. Et on sait à quel point c'est un lieu qui doit toujours plus être le lieu de toute la jeunesse, de toutes les jeunesses, je ne sais pas comment on peut le dire, autrement que comme ça. Mais voilà, en tout cas, pour nous, il est clair que tous les lieux doivent être utilisés et que la MJC, pour nous, est le lieu central. Ça donne des précisions, effectivement. Oui, mais puisqu'on parle de jeunesse, alors c'est au singulier, au pluriel, vous avez parlé de la petite enfance, peut-être un peu plus, mais aujourd'hui, dans les catégories officielles de l'INSEE par exemple, ou de la CAF, la jeunesse, ça va loin en termes d'âge. Donc quand vous dites politique jeunesse, c'est pour les enfants, les mineurs ou les jeunes majeurs, ça va jusqu'où? Comment vous différenciez? Je sais pas, ça dépend aussi des individus, hein. C'est pas que les institutions qui décident qui est jeune ou qui n'est pas jeune. On peut considérer à 32 ans, 33 ans, je sais pas, 35 ans, d'être encore un jeune. Alors, celui qui dit à 35 ans qu'il est jeune et qui regarde je sais pas, son petit frère ou son cousin qui en a 17, peut-être que son cousin qui en a 17 va lui rôder. Mais, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, la jeunesse au sens étudiant, jeune travailleur, jusque-là on est jeune pour moi. Et la jeunesse commence dès le plus jeune âge, évidemment. Donc c'est aussi dans ce sens que travaillent les institutions ici à Persan. Donc moi je ne vais pas ajouter de nouveaux critères, ni en enlever. Plutôt, non, tout à fait, je comprends qu'effectivement on est jeune par rapport à quelqu'un ou à d'autres périodes. Il y a 50 ans, quand on avait 60 ans, c'était déjà assez âgé. Aujourd'hui, c'est pas si âgé que ça, mais c'est en termes de politique. Est-ce que quand on dit les jeunes, c'est effectivement les scolaires, voilà, ou étudiants jusqu'à étudiants, ou est-ce que c'est aussi les jeunes travailleurs qui ont des questions de problèmes de logement, d'insertion, c'est ça aussi une politique jeunesse peut-être? Oui, alors j'y ai en partie répondu, mais peut-être pas suffisamment avec le laps de temps qui m'était imparti, mais effectivement, la jeunesse qu'on appelle des fois précaire, la jeunesse en CDD ou qui cumule emploi et études, ça a été mon cas, moi donc j'ai connu ça, j'ai
J'ai parfaitement conscience de ce que ça peut représenter en termes de conditions de vie. Donc c'est peut-être bien d'avoir un maire aussi qui connaît les difficultés sociales, qui les a rencontrées dans sa propre vie, pour s'en inspirer en termes de politique après. Parce qu'on se dit, lui au moins il connaît, il sait de quoi il parle, et surtout il saura se mettre à notre place. C'est une question aussi, à un moment donné, la politique c'est de l'humanité, c'est de faire ensemble des choses, d'être avec les autres, et de faire en sorte que ça aille mieux pour tout le monde. Il faut quand même à un moment rappeler les choses simplement, c'est comme ça, c'est pour ça que je suis là devant vous ce soir. C'est pour faire en sorte que, et notamment pour ceux pour qui c'est plus difficile, ça aille mieux. Moi c'est ma priorité dans la vie et c'est pour ça que je fais de la politique depuis que j'en fais. Donc c'est lutter contre les injustices sociales. Donc effectivement, pour répondre à votre question, c'est faire en sorte qu'on ouvre les horizons de tous les jeunes. Je dois le dire en une ou deux phrases. Peut-être un peu d'artifice imprévu ce soir, je n'ai pas connaissance de cet événement. On n'y est pour rien. Hein. Voilà. Et, voilà. Donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est ça, c'est que nous, notre politique, pour rassembler personnes, ce sera d'ouvrir les horizons dans tous les domaines professionnels, culturels, éducatifs, dès le plus jeune âge. Et pour ça, de se dire que c'est pas parce qu'on habite dans une ville populaire comme la nôtre qu'on doit avoir un destin tout tracé dans telle ou telle voie. Et qu'en fait, des voies, il y en a énormément, beaucoup, dans tous les domaines, et qu'il y en a au moins autant que partout ailleurs. Voilà. Une dernière question avant de donner la parole au public. Dans les MJC, on aime bien construire des choses ensemble, de manière collégiale. C'est pas toujours facile parce que les gens n'ont pas nécessairement le temps. Et puis voilà, des problèmes de transport, des problèmes de temps, de locaux, de choses. Mais comment comptez-vous associer les jeunes aux décisions, comment vous allez faire? Là, vous avez un programme, bon, on va faire ci, on va faire ça, très bien, mais comment vous allez associer les jeunes, finalement, à cette politique jeunesse? Bonne question, merci. Donc les jeunes, on les associera parce qu'on va créer un conseil municipal des jeunes, notamment, qui permettra de justement demander aux jeunes leur avis et qu'ils puissent en délibérer, qu'ils aient du temps pour ça. Éventuellement, moi, je souhaiterais qu'il y ait un budget associé, un budget participatif, dans les conseils municipaux de jeunesse. Puis après, il y aura des temps, il peut y avoir des temps de concertation hors conseil municipal des jeunes, sur des projets, ça peut être individuel ou collectif, ça peut être des projets associatifs, des projets artistiques, des projets culturels, des projets d'ordre intellectuel ou sportif. Évidemment, tout ça se fera à chaque fois dans la concertation, le débat, la discussion, pour que ce soit fait en commun avec le plus grand nombre possible, et qu'il y aura des temps de réunion. On pourra très bien faire des réunions sur les politiques jeunesse, et viendront tous les jeunes personnes qui ont envie de venir et qui se sentent concernés. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir limite à l'idée qu'il y a un débat citoyen, du moment où chacun se respecte, on respecte l'égalité républicaine et la citoyenneté. En fait, et d'ailleurs, la MJC, moi j'ai bien intégré que c'était un lieu où on pouvait faire tout ça, et j'en suis très heureux parce que ça nous donnera un cadre et de la force pour pouvoir faire toutes ces politiques en faveur des jeunes. Et bien c'est un lieu aussi où on pourra construire toujours plus de projets, comme la MJC le fait déjà. Il ne s'agit pas de réinventer ce qui existe déjà, mais justement de lui donner plus d'ampleur, plus de force. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaillera. J'espère que ça a été clair par rapport à votre question. En tout cas, c'est le public maintenant qui peut vous interroger et demander des compléments si jamais ce n'était pas assez clair. À vous la parole. Pardon ? Sur la jeunesse, bien sûr, puisqu'on aura après un thème sur la culture, et puis un dernier thème sur la transition écologique, comment sur la jeunesse. Je voulais aussi annoncer à tout le monde, si j'ai oublié tout à l'heure, donc je m'en excuse, que nous sommes enregistrés par radio, filmés aussi. C'est pas en direct, voilà. Par contre, ça sera entendable, l'enregistrement radio en totalité, on ne fera pas de coupure. Voilà. En revanche, sur le film, il y aura un montage qui sera fait parce que c'est aussi pour nous une matière première pour travailler aussi dans le cadre de cette MJC. Puis on a un projet au niveau du réseau sur Media Lab, donc on essaie de former des jeunes à l'information, à la fluctuation de l'information. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça. Voilà. La parole au public. On va prendre 2 à 3 questions, une première série, puis voilà. Bonjour. Alors j'ai une question. Un peu plus près de micro. Voilà. Vous avez
parler de prévention. Non, je vais parler fort, peut-être que vous m'entendez comme ça. Vous avez parlé de prévention, notamment au niveau de la petite enfance, d'accès aux soins. Moi, quand j'entends accès aux soins, quand j'entends petite enfance, ça me fait penser également à activité physique, activité sportive. Quelle action concrète est-ce que vous envisagez de mettre en place pour faciliter l'accès à la pratique sportive des plus jeunes, de la tranche intermédiaire, voire des jeunes adultes? On a des ressources locales, on a beaucoup de ressources à Persan, voire dans la communauté de communes, notamment la piscine de Beaumont, mais avec des places très limitées qui mettent souvent en difficulté beaucoup de familles. Et je pourrais évoquer le même type de questions pour l'accès à la culture. On a des belles ressources à Persan, notamment un conservatoire, avec des places encore une fois très limitées. Quelle action concrète est-ce que vous envisagez, quelle action concrète envisagez-vous pour répondre à cette problématique rencontrée par beaucoup de personnes et personnaises? Est-ce que je réponds à chaque question directement? Non, on va en prendre peut-être 2 ou 3, s'il n'y en a pas, évidemment, on continue, puis il y en aura peut-être après. Si, peut-être une autre question, là, oui. Parce que des fois, les questions peuvent se chevaucher, donc il faut avoir une réponse commune. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, Monsieur Lombard, vous avez parlé de la jeunesse. Donc, en fait, par rapport à la jeunesse, on sait que pour à partir de l'âge de 26 ans, il n'y a plus d'aide. Donc, que ce soit au Pôle emploi, mission locale, et donc, comment vous allez pallier à ça? Parce qu'on sait qu'il y a certains jeunes qui ont 27 ans, enfants, qui ont fait beaucoup d'intérim, beaucoup de CDD, manque de formation. Pour les jeunes aussi qui sont sortis du milieu carcéral avec des casiers judiciaires, on sait qu'il y a la maison de la justice qui est juste à côté, mais on voudrait avoir certains jeunes voudraient avoir plus d'informations pour se réinsérer dans la société. Et je pense qu'il y a beaucoup un manque d'informations par rapport à ça. Une troisième question, puis après on laissera M. Lombard répondre. Bonsoir, M. Lombard. Bonsoir. Vous avez parlé beaucoup de jeunes, de moins jeunes, et on sait que le savoir-vivre, c'est un ensemble. Mais vous n'avez pas trop parlé des seniors. Alors comment comptez-vous accompagner les seniors? Merci pour cette première série. On y va? On y va. D'accord. Déjà, merci de ces premières questions. Les premières questions sont toujours plus difficiles à poser. Vous êtes lancé, bravo. Donc, déjà pour la première question sur la prévention, bien-être et la petite enfance, si j'ai bien compris, et notamment la prévention par le sport, pourquoi pas, par rapport à ces questions de bien-être. Et ce qui me semble important de retenir, c'est que nous allons remettre en place progressivement une école des sports. Voilà, une école des sports, ça a existé par le passé à Persan. Donc encore une fois, s'inspirer des bonnes pratiques, y compris quand elles ont lieu antérieurement, et les remettre au goût du jour, me semble être une bonne politique, surtout quand elles ont porté leurs fruits. Et je dis qu'elles ont porté leurs fruits parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont parlé avec un ton très enthousiaste et enjoué de ces souvenirs d'école des sports que voilà, j'ai envie de remettre ça au goût du jour. Et ça consisterait justement à faciliter à travers une structure l'exercice, l'initiation à des activités sportives pour la prime jeunesse, j'ai envie de dire. Donc ce serait donner un avant-goût à et faciliter, notamment par le biais des écoles, sans trop les sursolliciter, parce qu'aujourd'hui nos écoles ont déjà beaucoup de sollicitations, déjà beaucoup de dispositifs, et doivent déjà remplir leur mission essentielle, évidemment, d'enseignement. Mais moi je tiens beaucoup à cette idée d'école des sports et de favoriser vraiment pour tous, par tous les canaux, par tous les lieux de diffusion, par tous les institutions, le fait que chacun se dise oui, je peux essayer telle activité dès le plus jeune, je peux mettre mes enfants dans telle activité à Persan, parce que je sais qu'il y a une structure soit municipale, on verra, ou soit par une association qui se fait le délégataire de cette activité. Pas de religion sur la manière dont ça doit se passer, mais par contre ça doit se passer. Donc nous on le fera et on fera en sorte que ça se fasse évidemment le plus vite possible. Je pense qu'il faut attendre la rentrée 2023 pour le temps de recruter, de mettre en œuvre. Il
faudra attendre la rentrée 2023. Mais voilà, mon idée c'est ça, très concrètement. C'est une idée partagée que j'ai eue avec notamment notre futur adjoint à la jeunesse et au sport, qui m'en a parlé assez longuement et voilà, qui a suffisamment d'expérience sur Persan pour avoir connu les dispositifs et qui voilà, est en lien avec d'autres professionnels ou d'autres bénévoles engagés sur les sports à Persan depuis un certain temps. Est-ce qu'il y avait une autre question ou ça répond à votre question? Et donc après, l'autre question, c'était les politiques mission locale, prévention, accompagnement des jeunes, réinsertion, si j'ai bien compris, c'est ça. Et donc là, sur la mission locale, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, peut-être que ce n'est pas suffisant. C'était de dire que il y aura en fait un pôle de médiation prévention qui sera présent dans Persan et qui permet justement d'aller à la rencontre des jeunes dont on parle souvent. Ça peut être des jeunes dans tous les quartiers, partout dans la ville. Mais évidemment, ça peut aussi se passer. La MJC sera un relais, le local jeune, s'il continue, ce sera un relais. Tous les acteurs de la ville, tous les services, les centres sociaux, le centre social d'Agora, le Clémo, etc., les Clémo, seront tous autant des relais de cet accompagnement, justement de tous les jeunes qui peuvent avoir des difficultés. Alors, évidemment, un peu plus les médiateurs prévention, médiation. Quand vous me parlez des jeunes qui ont des problématiques spécifiques, donc là c'est des jeunes plus âgés déjà, notamment de réinsertion, des sorties éventuellement d'incarcération, de détention. Donc là il y a un travail renforcé avec des professionnels, donc je travaillerai aussi avec les services de l'État bien entendu, la mairie travaillera de façon plus étroite avec les services de l'État, avec la protection judiciaire de la jeunesse, voilà, les services de probation, d'insertion pénitentiaire évidemment, donc c'est un travail croisé multipartenarial qu'il faudra faire pour que, mais voilà, encore une fois, avec un maire et une équipe et des adjoints solides qui s'impliquent vraiment pour faire en sorte de réinsérer durablement et que les gens retrouvent leur voie dans la société. Donc c'est ça concrètement qu'on attend. Et avec des élus qui sont sur le terrain, avec des agents qui sont beaucoup plus aussi sur le terrain et qui vont vers les publics, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc ça marquerait une vraie rupture positive pour les publics concernés en l'occurrence. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Et la mission locale, voilà, encore une fois, remettre de la force, de l'énergie, donner tout le soutien nécessaire à la mission locale, c'est notre ambition pour que derrière, en fait, tous les jeunes qui doivent être accompagnés, qui ont un besoin, puissent se dire j'ai un interlocuteur qui me permet justement de trouver ma voie, mon projet, et me former, me réinsérer, ou juste voilà, trouver le métier qui me correspond. Donc voilà, tout ça, ça me semble essentiel, important, et ça, on va le faire tout de suite. L'autre question, c'était sur les seniors, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas totalement parce que je crois que le sujet c'était la jeunesse, mais ça mérite d'être lié, parce que effectivement, l'idée c'est qu'on puisse avoir de plus en plus de moments de rencontre entre voilà, ce qu'on appelle les seniors, qu'on appelle les jeunes, voilà, qu'il y ait des moments en fait de rencontres intergénérationnelles beaucoup plus développés, que ce soit à la maison des seniors ou dans les lieux jeunesse ou dans des événements municipaux qui scandent la vie de notre ville, que en fait ces moments de rencontre qui sont importants à la fois pour les jeunes comme pour les seniors puissent se faire, et c'est des moments de partage, de transmission, et c'est des moments aussi qui peuvent permettre des transmissions qui sont et des moments heureux aussi et de joie partagée qui peuvent être un vrai facteur de bien-être pour la ville et qui permettent voilà, d'apprendre des choses de part et d'autre, pas seulement des seniors vers les jeunes, mais l'inverse est vrai aussi, et qui sont stimulants pour tout le monde. Et je pense que ça peut faire beaucoup de bien à la commune d'avoir ces moments-là de partage. Merci. D'autres questions sur ce premier thème, la jeunesse, les jeunes, la jeunesse, la politique jeunesse? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pouviez donner des précisions concernant les propositions que vous voulez faire pour l'aide aux devoirs, notamment le soir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui rentrent tard, qui laissent leurs enfants au centre, mais sentent qu'il n'y a pas forcément cette possibilité d'aide aux devoirs. Par contre, au Clémo, le problème du Clémo, c'est que les places sont limitées. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ce niveau-là? Merci, monsieur.
Donc en fait, oui, vous avez raison. Aujourd'hui, les places sont limitées. Moi, je salue le travail de tous les professionnels engagés pour le programme de réussite éducative, pour les programmes d'accompagnement sur les devoirs, notamment au Clémo. Il y a un travail d'élargissement qui a été fait. Il faut dire aussi les choses quand il y a des professionnels, des agents publics qui s'engagent, et notamment même les élus qui ont pu accompagner tout ça et faire en sorte que ce soit possible. Il faut saluer tout le monde et il faut le dire. Mais par contre, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant par rapport à nos besoins, aux besoins de la ville. Et donc, c'est pour ça que nous proposons et nous mettrons en place des études encadrées le soir, municipalisées. C'est quelque chose qui, là aussi, a existé, qui existe d'ailleurs dans beaucoup de villes, évidemment. Avant de vous faire ces propositions, on a étudié la question, on s'est renseigné, on a pris la tâche de professionnels de l'éducation, notamment dans notre propre commune. Et donc, on a compris que ça correspondait à un vrai besoin. Quand on fait de la politique, il faut toujours partir des besoins de la population. Et donc, c'est pour ça que je vous réponds ça ce soir, monsieur. Et aujourd'hui, ce sera des enseignants, des gens dont c'est le métier, qui assureront, avec pourquoi pas aussi d'autres personnels qui ont des qualifications pour le faire, qui encadreront justement ces études encadrées, surveillées, et qui permettront justement de faire vraiment bien ces devoirs dans un temps qui est imparti pour ça. Et parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'injustices, trop d'inégalités, et aussi des familles, après, si je rentre dans des catégories de familles, forcément, chacun va le recevoir à sa manière, elle va le percevoir. Donc l'idée, en fait, c'est juste qu'on favorise en tout cas l'égalité d'encadrement des devoirs, et que les devoirs soient faits dans de bonnes conditions, collectivement, et qu'ils puissent être accessibles à tous. Que ces moments puissent être accessibles à tous. C'est ça le but de cette action, en fait. Et qu'on rentre le soir, qu'on puisse retrouver sa famille, qu'on puisse se concentrer sur ces moments de joie, de partage, de moments où à un moment donné on se repose, et que, en fait, ce qu'on peut comprendre tous, en tant que parents, ou ceux qui sont futurs parents, ou ceux qui sont jeunes ou enfants, on peut tous comprendre que on l'a tous vécu, même si on a des parents qui sont très doués, je sais pas, pour les maths, le français, ou je ne sais quoi d'autre, pour telle ou telle matière. C'est pas la seule question d'avoir des parents qui sont doués ou pas. Ça peut être des parents qui sont disponibles ou pas. Ça peut traverser différents milieux sociaux. Ça peut être parce que dans une famille, c'est plus difficile parce qu'il n'y a qu'un des parents qui est disponible, ou parce qu'il ne reste plus qu'un des parents. Que donc, forcément, quand on a plusieurs enfants et qu'il n'y a qu'un parent, c'est plus difficile de fait. C'est des limites physiques d'un individu. Ça n'enlève rien à cet individu qui peut être quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, ça, c'est des réalités. Il y a beaucoup de familles monoparentales à Persan. Et donc, nous, notre devoir en tant qu'élus municipaux, c'est de faire en sorte de leur apporter toute l'aide nécessaire, de soutenir collectivement, solidairement par la municipalité, de donner les moyens d'eux à leurs enfants de réussir au même titre que tous les autres. Et y compris pour les familles où il y a les deux parents, il peut y avoir de grandes difficultés qui sont peut-être des fois même plus fortes que dans certaines familles monoparentales. Donc encore une fois, le sujet, c'est pour ça que c'est pour tout le monde, parce que pour chacun, il peut y avoir des raisons, des difficultés qui font que c'est plus difficile. Et on sait que ça produit toujours de très bons résultats de faire des études encadrées municipales sur la réussite, l'accompagnement, et que ceux qui avaient le moins, ceux qui ont le moins de capital culturel, comme on dit, le moins de capital social, c'est-à-dire de moins de bibliothèques à la maison, dont les parents ont peut-être moins de ressources scolaires, ils ont peut-être d'autres ressources, mais ils n'ont pas des ressources scolaires. Et donc, pour eux, ça va être extrêmement bénéfique de bénéficier d'être dans ces études encadrées municipales, monsieur. Donc, je ne sais pas si ça répond précisément. Petite précision terminologique, c'est de l'aide surveillée ou de l'aide dirigée? Alors, dirigée, ça aurait notre préférence. On verra. Parce que ça nécessite un encadrement, un personnel plus qualifié, et donc plus de dépenses. Oui. Aussi, non, mais il y a des dépenses qui s'assument. Après, il y a des économies qui s'assumeront aussi. Mais à un moment donné, quelle est la priorité pour nous? Quel est le curseur? C'est de lutter contre les inégalités sociales. C'est de faire en sorte de faire de l'égalité plutôt même. C'est de produire de l'égalité dans notre commune avec les moyens dont on dispose. Donc oui, j'assume totalement cette orientation. Il y a plein de communes en Ile-de-France qui le font. Donc Persan peut le faire aussi. Par ailleurs, nous disposerons de financements que nous allons aller chercher, parce que je vais employer et embaucher des gens, ou alors j'utiliserai les ressources dont on a besoin. Ça peut être aussi des gens qui travaillent déjà pour la ville, pour qu'on aille chercher des subventions. On va aller chercher des subventions, et je sais très bien que la ville de Persan est prioritaire pour l'État en matière de lutte contre les inégalités.
Donc on ne sera pas tout seul, il y aura beaucoup d'acteurs qui vont venir financer ces dispositifs. Et l'État va nous aider, le ministère de l'Éducation nationale. Donc encore une fois, il ne faut pas oublier tout ça. C'est pas quand la ville fait des choses, c'est valable pour toutes les équipes, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent intervenir. Et moi je souhaiterais qu'il y en ait plus qui interviennent et qu'on aille les chercher et qu'on aille plus les chercher pour faire ces belles réalisations. Il y a une question, une demande. Aujourd'hui, monsieur, sur les études. Juste une précision, savoir si ce serait un accès payant ou gratuit. Moi, je pense plutôt, compte tenu de nos finances communales, pour une participation, mais une participation évidemment modeste, parce que sinon, ce que je viens de dire, ça ne se réalisera pas. Donc, ce qu'il faut pour que ce soit vraiment pertinent et qu'en même temps, ça soit financé, un service public financé, en assurant l'égalité, donc une participation qui permette à tout le monde d'y être, à toutes les familles de s'y retrouver, et en même temps de pouvoir financer. Donc après, est-ce que ce sera lié à un quotient familial, etc. Ces détails-là, qui ont beaucoup d'importance, je vous l'accorde, on va devoir les étudier une fois qu'on mettra en place le dispositif pour la rentrée prochaine. Mais en tout cas, oui, moi, mon souhait, en tout cas, c'est que, quoi qu'il arrive, le tarif ne soit pas une interdiction pour qui que ce soit. Donc forcément, ce sera des participations modestes, réelles, mais modestes, très modestes. Bonsoir. Bonsoir. D'un point de vue jeunesse, quelle sera la place occupée pour la MJC au sein de votre projet? Merci de votre question. Donc je réponds directement. Donc la place de la MJC, elle est centrale dans la ville. La MJC fait partie de l'histoire de la ville et de l'histoire en devenir également. Donc la MJC, elle a un rôle spécifique puisqu'elle a des ressources, des compétences, une mémoire de la ville, des ressources humaines, des capacités à faire, à accompagner les jeunes. Elle a des bénévoles, elle a des locaux, elle a tellement de richesses en elle-même à partager, à diffuser et pour lesquelles il est important qu'une mairie puisse s'appuyer afin d'émanciper, de faire en sorte que les jeunes se sentent mieux, se sentent bien, se réalisent dans les différents projets qui sont les leurs, notamment quand ils sont évidemment un peu culturels, éducatifs ou citoyens. En tout cas, voilà, la place elle est centrale compte tenu de tout ce que je viens de dire, parce que la MJC est telle que je viens de la décrire, et parce que pour moi, en fait, la MJC, qu'elle soit à Persan ou ailleurs, c'est des lieux d'émancipation et d'éducation populaire. C'est des lieux où on apprend plein de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui nous construisent en tant que citoyens, qui nous construisent en tant qu'individus, et qui participent à faire en sorte qu'on soit des citoyens persanais, en l'occurrence, épanouis. Peut-être sur un exemple plus parlant, concret, vous avez parlé de la mise en place d'un conseil de jeunes, conseil municipal de jeunes. Quelle pourrait être l'articulation, le travail en commun, partenariat avec la MJC et ce conseil des jeunes? Concrètement, ça peut être ça, peut-être, si on les a d'illustrer. Voilà, la MJC, par exemple, elle fait des concours d'éloquence, elle fait aussi des moments bien avant les concours d'éloquence, pas des stages, mais enfin je sais pas comment appeler ça, mais des moments de préparation pour justement savoir, si on peut appeler ça, c'est des stages citoyens, je crois, quelque chose comme ça. Merci. Et donc voilà, moi c'est fort de cette compétence que la MJC peut être partenaire totalement, effectivement, de l'accompagnement des conseils municipaux de jeunes pour faire en sorte que les jeunes puissent y tenir tout leur rôle, qu'ils puissent justement, ce ne soit pas des coquilles vides en fait, parce que souvent, c'est vrai que c'est arrivé dans d'autres municipalités, qu'on fasse un conseil municipal des jeunes juste par affichage ou pour faire bien. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Donc pour faire en sorte que ce soit vraiment un lieu d'apprentissage de la citoyenneté, que ce soit vraiment un lieu tout simplement où on apprend à s'intéresser aux autres, on apprend à s'intéresser à son environnement, à la société, à comment on peut interagir avec elle, pour que ce soit vraiment ça et que ça puisse permettre à justement des jeunes de devenir les futurs responsables de demain, et qu'ils soient nos successeurs et qu'ils fassent encore mieux que nous. Pour que ce soit vraiment ça, il faut justement des partenaires comme la MJC. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce premier thème? Je veux rassurer les autres acteurs, c'est pas comme on dit, exclusif. Ce
sera la MJC et d'autres, si d'autres le souhaitent ou si on les sollicite, même de façon, quand ça peut être des intervenants ou des acteurs pour intenter sur un sujet particulier, pour un instant particulier, parce qu'on a besoin d'un intervenant sur l'écologie par exemple, pour avoir un débat en conseil municipal des jeunes sur quelle politique écologique dans la ville. Donc voilà, ça peut être aussi complémentaire. C'est en général comme ça qu'on conçoit les choses dans les lycées. Enfin, on n'a pas le monopole de quoi que ce soit, si ce n'est la volonté de participer avec d'autres. C'est moi qui devais le préciser. Voilà, tout à fait. D'accord, merci. On va passer au second thème, tout aussi important, Maison des Jeunes de la Culture, donc le second thème, la culture. Même déroulé que tout à l'heure. Monsieur Lombard, vous avez une parole libre. Elle est toujours libre, mais... Libre et contrainte. Voilà, contrainte dans le temps, d'accord? À vous. Alors, la culture. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, en tant que persuadé depuis quelques années, que la culture, c'est un peu un parent pauvre, même si, en fait, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de structures qui concourent à faire en sorte qu'il y ait une vraie activité culturelle dans notre ville. La MJC, le conservatoire sont deux, avec la médiathèque bien entendu. Donc on a trois institutions fortes qui font de notre ville une ville qui rayonne sur le plan culturel et puis surtout qui permet à plein de Persanais, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse avant tout, et de Persanaises et puis d'habitants de notre intercommunalité, de pratiquer et d'assister à des pratiques culturelles ou à des représentations, des spectacles, ou de produire de la culture. Mais ce que je voulais dire comme parent pauvre, c'était en matière de politique municipale, pas la politique des acteurs eux-mêmes. Je parlais de la politique municipale, je trouve que dans notre ville, on devrait prendre beaucoup plus d'initiatives pour, je sais pas moi, créer par exemple un salon des arts locaux, que les artistes locaux ou ceux qui sont en devenir puissent présenter leurs œuvres. Pourquoi il n'y a pas ça à Persan ? Pourquoi il n'y a pas, lors de la fête de la musique, des groupes un peu partout dans toutes les artères principales de la ville ? Pourquoi la municipalité ne favorise pas ça ? Pourquoi il n'y a pas plus de Persanais qui se sentent concernés et intégrés aux pratiques musicales du conservatoire ? Pourquoi il y a beaucoup de jeunes, trop de jeunes des milieux populaires de notre ville qui considèrent qu'ils n'ont pas leur place au conservatoire, ou qui s'autocensurent pour aller au conservatoire, pour aller à la MJC ou pour aller à la médiathèque. Tout ça, en fait, c'est des choses sur lesquelles un maire et ses adjoints, ses conseillers municipaux doivent intervenir. Et donc, ça, on peut aller le faire avec évidemment les agents municipaux, mais aussi tous les acteurs que vous êtes de la ville, pour beaucoup plus sortir de nos murs, tous, moi de ma mairie, vous de la MJC, etc., pour aller vers les jeunes, pour qu'ils sachent que, en fait, toutes ces institutions, en quelque sorte, leur appartiennent. Puisque, en fait, les institutions que nous sommes, elles appartiennent à tous les citoyens, quel que soit leur âge. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de refaire, c'est de remettre un chemin, un tapis rouge vers le conservatoire, vers la MJC, vers la médiathèque, et encore d'autres lieux, pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup aussi de citoyens qui vont vers ces institutions. Je dis juste que d'autres s'en sentent exclus, alors que c'est pas le cas. De fait, c'est pas le cas. Mais ils ont ce sentiment. Souvent par autocensure aussi. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc ça prend du temps. Encore une fois, je pense aussi qu'on pourra se reposer sur les différents acteurs, les institutions que je ne vais pas reciter à chaque fois, sinon ça va être un peu redondant, mais ça repose aussi sur les élus, ça repose après sur les relais, sur les conseils de quartier, parce qu'il y aura aussi des conseils de quartier, et donc chacun aura sa responsabilité aussi, parce que la citoyenneté, il faut quand même l'associer à la notion de responsabilité. Là, on a des élections les 6 et 13 novembre, en tout cas, il faut vraiment être là déjà le 6 novembre, parce que c'est là que c'est toujours au premier tour que se passe beaucoup de choses, et il faut qu'il y ait un premier tour pour qu'il y en ait un deuxième, donc déjà venez au premier tour. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est tous responsables. Les élus ont un devoir d'exemplarité, le maire encore plus. Le maire, il est officier de police judiciaire, il est le premier magistrat de la ville, comme on dit, il représente l'État sur la commune, mais tous les élus ont un rôle, et après tous les citoyens qui votent, tous les électeurs, ont aussi un devoir d'exemplarité et un rôle à jouer pour faire en sorte de choisir quel destin ils vont sélectionner pour la commune. Donc
Je pense que c'est important aussi d'avoir ça en tête quand on se dit qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme politique. C'est aussi qu'est-ce que les citoyens sont prêts à faire, et notamment pour aller vers les institutions, ça va dans les deux sens. Donc moi, cette notion-là de citoyenneté active, elle est très importante pour toute la liste et tous les membres de l'équipe rassemblés persans. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on travaille, y compris en campagne. C'est déjà ce qu'on fait par nos pratiques. Il y a déjà quelques précisions et quelques questions complémentaires pour mieux comprendre ces orientations en termes de politique culturelle. Deux, trois questions, je vais les donner tout de suite et puis vous y répondrez comme vous pourrez. Voilà. Ce pas nécessairement des questions très simples évidemment, mais puisqu'on parlait à juste titre un peu d'autocensure ou d'auto-exclusion, de l'accès pour tous, une fois qu'on a dit il faut l'accès pour tous, comment on fait? Première question, est-ce que c'est une question de tarif? Est-ce que c'est, par exemple, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas mon candidat, donc je ne sais pas répondre. Deuxième question, comme il y a un certain nombre d'acteurs, des sites du lycée, le conservatoire, la médiathèque, et puis je suppose qu'il y a d'autres associations sur la ville qui ont aussi des actions dites culturelles, comment coordonner tout ça? Est-ce que vous envisagez quelque chose comme ça, un calendrier partagé, une instance de concertation? Enfin, je ne sais pas. Donc, et puis, troisième question, Persans n'est pas une commune complètement toute seule, elle fait partie d'une communauté d'agglo. Dans certaines communautés d'agglo, il y a des passes culture, indépendamment de la politique ministérielle, au niveau de l'éducation nationale par exemple. Est-ce que, comment ça va se positionner, Persans dans la communauté d'agglo, sur la politique culturelle? Voilà, ces trois questions qui ont été pensées à vous poser. Merci. Donc, la première question, donc, il s'agit de savoir comment on fait pratiquement en sorte que tout le monde ait accès à la culture, c'est ça la question? Évidemment que c'est des politiques tarifaires qui permettent l'égalité. Ce que je disais tout à l'heure sur les études encadrées, c'est valable évidemment. Encore une fois, je rappelle quand même quelles sont nos valeurs à nous, parce que à un moment donné, c'est aussi important de savoir qui se présente et comment, pourquoi, d'où les gens viennent. Donc nous, on est une liste de gauche, déjà. Donc la gauche, elle est quand même associée en termes de pratiques politiques dans notre pays et par son histoire à justement l'égalité pour tous, l'égalité réelle, l'égalité sociale, l'égalité en droit, l'égalité des citoyens de tous devant les institutions, devant les services communs, les biens communs. Et donc nous, on est animés déjà par ce dessin politique-là, par cette philosophie, par ce projet politique. Donc nous, c'est ça qui... on dit matrice, c'est ça qui matrice notre projet politique pour la ville. On est vraiment animé par cet objectif de faire de l'égalité pour tous les citoyens dans l'accès à. Et donc concrètement, oui, les tarifs, oui, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas bien écouté peut-être, je vous le répète parce qu'il fallait le répéter, peut-être que vous voulez me faire répéter, aller vers, voilà, donc parce que je suis désolé, mais c'est quasiment pas fait. Donc, et encore une fois, quand je dis ça, je parle des responsables, je ne parle pas des agents, des gens qui s'engagent bénévolement, etc. Je parle des personnes qui ont la responsabilité de donner des consignes et des politiques publiques. Et donc, quand je parle de ça, je parle de... Donc là, de ce point de vue-là, il y a beaucoup plus à faire. Et évidemment, donner les moyens aux structures de fonctionner pour qu'elles puissent réaliser leur mission. Donc c'est peut-être ça aussi que vous vouliez que je dise. En tout cas, si c'est pas ça, moi je le dis. Moi, je trouve scandaleux que la MJC se soit vue retirer une subvention de 100 000 euros, enfin 100 000 euros de sa subvention, alors qu'on est dans de multiples crises sociales, économiques, alors qu'on est dans une ville populaire où il y a des besoins très forts, on est dans une ville où la population, elle grandit. Simplement ça. En fait, les populations, elles grandissent de plus en plus, et donc on a la municipalité sortante, ceux qui ont été en responsabilité, les deux listes de droite, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de supprimer 100 000 euros. D'ailleurs, peut-être que ça explique leur absence ce soir dans cette MJC. En tout cas, moi, j'y vois un lien très direct. Je le fais, le lien. Ils n'assument pas leur responsabilité dans le retrait de ces 100 000 euros. Ils n'ont même pas le courage de venir devant vous s'expliquer de leur décision. Donc, ils peuvent se présenter sur deux listes différentes, mais la même politique a été menée par ces deux listes. Alors, pour la deuxième question, pardon. Le rapport entre Persans, la politique culturelle à Persans, et puis sur la communauté d'agglo.
Alors, passe culture ou pas Passe culture, oui. Passe citoyen qui existe déjà, on va le renforcer. Sachez que le pass citoyen, on va le passer à 500 € pour tous les citoyens qui s'engagent, qui donnent 50 heures. C'est pour les jeunes qui donnent 50 heures d'activité. On va le passer à 500 € pour que ce soit significatif pour financer le BAFA ou le permis de conduire. Par ailleurs, il y a des dispositifs particuliers pour tous les jeunes en insertion sociale professionnelle, tous les jeunes précaires. Nous allons faire en sorte de financer le permis de conduire, totalement. Je vous l'annonce ce soir, on va financer le permis de conduire avec nos partenaires, évidemment institutionnels, la région, l'État, mais on va le faire. On va aller vers ça pour les publics les plus en difficulté. Il faut financer le permis de conduire parce que pour nos territoires où on est dans le périurbain, où on sait que la voiture c'est très important pour aller faire ses courses, pour aller bosser, c'est un sésame en fait, ça reste un sésame pour l'emploi. Alors cette voiture soit, après les gens, nous tous on sera bien obligés de prendre des voitures plus écologiques, etc. Ça c'est très bien, si on donne les moyens aux gens de pouvoir le faire surtout. Mais voilà, l'idée c'est que le permis puisse être accessible, notamment parce que ça coûte un bras, voilà, ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Et donc il faut absolument que le permis soit mieux financé pour tous les jeunes qui en ont besoin. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Pas totalement. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui sais. Au niveau intercommunal, si oui, ça y est. Ça, c'est. Au niveau intercommunal, c'est toujours des questions de coordination, parce qu'il peut y avoir des tensions entre les villes. Alors, moi je suis désolé, mais je ne peux pas passer cette soirée sans parler des événements qui ont lieu autour du lycée de Beaumont-sur-Oise. Si on parle d'intercommunalité, ça concerne toutes les communes de l'intercommunalité. C'est pas parce que ça se passe sur la commune de Beaumont que c'est un problème beaumontois, pas du tout. C'est un problème qui nous concerne tous, et donc au premier chef, les élus municipaux et intercommunaux. Moi en plus je suis conseiller municipal et conseiller communautaire. Toutefois je ne suis pas en responsabilité puisque je participe aux conseils municipaux, je donne notre avis, je défends les citoyens qui nous ont élus et tous les Versanais, mais en l'occurrence c'est pas moi qui porte la responsabilité jusqu'ici. Ça changera le 6 novembre et le 13 novembre, mais en attendant, ceux qui n'ont pas pris les décisions, qui n'ont pas fait les choses, doivent quand même les assumer. Et je dois quand même rappeler que M. Casse était président du Conseil intercommunal de prévention et de sécurité et de prévention de la délinquance. Et voilà, aucun travail n'a été fait. Donc je ne dis pas que les événements sont liés au fait que M. Casse n'ait pas fait ce travail, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Évidemment que c'est des jeunes qui sont dans des problématiques diverses, qui sont en perte de repères éducatifs, civiques, qui a des problèmes, j'imagine, aussi parfois sociaux, des problèmes de comportement qui n'ont pas été réglés en amont pour en arriver à ces extrémités, à ces infractions pénales, à ces actes, à ces crimes, à ces délits. Donc il faut les sanctionner, il faut qu'il y ait une répression, mais ça interroge les élus que nous sommes sur le fait que intercommunalement, on doit travailler à faire en sorte que les jeunes soient plus concentrés au fait de, encore une fois, j'aime beaucoup ce mot et ça a été employé notamment par la MJC pour présenter cette soirée, le mot d'émancipation, qu'ils soient plus attachés à réussir leurs études, à réussir au lycée, à voilà, se trouver une voie qui leur permet d'être mieux dans leur vie, à grandir tout simplement, plutôt que d'être dans des règlements de compte ou des histoires de violence qui sont toujours des cul-de-sac et qui font du mal à tout le monde, aux jeunes en premier lieu, et puis à leur famille, à leurs amis, et à toute la société, puisque ça produit beaucoup de dégâts. Donc il y a déjà cette politique-là intercommunale. Donc je serai très attentif à la présidence du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance pour qu'on travaille avec tous les acteurs. Pourquoi j'en parle? Parce que ça vous dit rien comme ça, mais en fait, c'est un lieu qui peut être extrêmement pertinent pour réunir tous les acteurs jeunesse, judiciaires, policiers, médiateurs, enfin tous, justice, etc. Parce qu'en plus, on a des bonnes institutions au niveau local, et pour les faire travailler ensemble, pour justement travailler sur toutes les dimensions. Pas que sur le volet répressif qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant, et qui surtout ne traite pas les causes du problème. Donc il faut traiter les causes, et vous aurez un maire qui traitera les causes de façon intercommunale. Et j'ai envie de dire aussi, il y a un autre sujet, ces dernières années, c'est les jeunesses de Beaumont et de Persan, qui, pour une part d'entre elles chacune, ont pu avoir des moments de heurts et des moments où il y a eu aussi des violences, hein, je suis désolé, mais ça a eu lieu ces dernières années. Et là encore, on travaillera main dans la main avec le maire de Beaumont-sur-Oise pour qu'on puisse justement avoir des terrains d'entente
Et je sais que les équipes autour de Jean-Michel Aparicio, les élus qui travaillent avec lui sont dans cette dynamique-là, qu'on puisse avoir à trouver des projets communs pour nos jeunesses, qu'il y a un travail commun, et notamment, encore une fois, non seulement avec les élus, mais avec toutes les institutions, dont la MJC, et de part et d'autre dans chaque ville, les associations, parce que, encore une fois, toutes les associations comptent aussi, et donc qu'il y ait des moments communs, du partage de la vie en commun, pour qu'en fait, on réduise fortement toutes ces histoires de querelles territoriales qui n'ont pas lieu d'être et qui sont des cul-de-sac et des impasses pour les jeunes qui s'y prêtent sans le savoir. Ou, en tout cas, qui pourraient utiliser leur temps autrement. Et puis après, effectivement, on peut avoir des salons d'art intercommunaux, on peut avoir des politiques de démocratie culturelle intercommunaux. Encore une fois, tout en sachant que l'intercommunalité n'est pas l'échelon premier, en tout cas au niveau du Haut-Val d'Oise, en termes de compétences obligatoires légales. La jeunesse n'est pas le premier échelon. La culture, sur la culture. On parlait la culture. La culture, oui, ça c'est vrai. Sur la culture, oui. Alors la culture, je pense que les communes, chacune doivent mutualiser leurs moyens et cofinancer les politiques culturelles dans chaque ville. Alors encore une fois, il peut y avoir beaucoup plus d'échanges qu'il y en a aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'échanges, de coopération entre les communes. Moi, je suis un partisan vraiment de la coopération intercommunale. Donc oui, moi je voudrais que l'interco ne soit plus cette belle endormie qui fait que juste gérer sur ses compétences légales et qu'effectivement on développe des projets communs parce qu'il y a plein de ressources partout. Je parlais de Persan et Beaumont, mais je pourrais parler de Champagne, je pourrais parler de Bruyères-sur-Oise, dont je salue le maire Alain Garde qui fait beaucoup aussi et qui travaille beaucoup avec les associations culturelles. Et donc oui, sur tout ça, en fait, on fera des partenariats, des coopérations, et on laissera les acteurs, on permettra aux acteurs de le faire avec toute l'aide nécessaire que peut apporter une intercommunalité ou une municipalité, c'est-à-dire du soutien en termes logistiques, du soutien en termes budgétaires, financiers, évidemment dans la limite de nos moyens. Il ne s'agit pas de dire qu'on va raser gratis, parce que de toute façon ça n'aurait pas de sens, mais par contre, oui, dès qu'on peut aider, on aide. Enfin, c'est d'avoir une oreille attentive qui est important, c'est de se dire que l'oreille attentive, elle va donner les moyens dont elle dispose pour que les acteurs culturels puissent faire le travail. Donc voilà, et puis que les citoyens se disent, en fait, moi j'aimerais bien qu'il y ait des spectacles à Persan, j'aimerais bien qu'il y en a certains moments, il peut y en avoir à Persan, il peut y en avoir ailleurs, mais j'aimerais bien qu'aussi à Persan, puisque moi je suis désolé, je me présente pour être maire de Persan, pas pour être autre chose que maire de Persan. Donc je parle d'abord des personnels, je voudrais en fait qu'à Persan, il puisse y avoir de la programmation aussi de spectacles. Parce que pourquoi on n'a pas plus de théâtre, pourquoi il n'y a pas aussi, pourquoi pas, je sais pas, des stand-up aussi à Persan. On a des lieux, on a des salles pour le faire. Alors, je sais que des fois la MJC fait des spectacles, qu'il y a des spectacles jeunesse. J'ai d'ailleurs emmené mes enfants il n'y a pas longtemps à un spectacle jeunesse, mais je voudrais vraiment qu'il y ait des pièces de théâtre qui rassemblent beaucoup de monde et que notamment on utilise d'autres salles aussi parce que les capacités parfois de la MJC ne permettent pas de réunir plusieurs centaines de personnes, en tout cas je ne crois pas dans cette salle. Donc tout ne peut pas reposer uniquement sur la MJC, la ville doit aussi, et d'autres associations doivent aussi prendre leur part. Parce que sinon, la MJC a le dos large et les épaules larges et très costaud, mais à un moment donné, il y a aussi des limites, et puis surtout chacun doit prendre sa part, tout simplement. La question, c'était pas que la MJC, voilà. Mais je me permets de vous interrompre sur un point quand même important sur la culture. D'expérience, nous savons plus ou moins que lorsqu'une municipalité a des difficultés budgétaires, et ça va arriver compte tenu des factures énergétiques, des choses comme ça, il faut faire des fois des coupes dans les budgets. Et c'est souvent la culture qui... il faut manger alors le spectacle. C'est une formule. Donc comment vous pensez quand même maintenir suffisamment d'aide pour la culture en termes de locaux, de personnel, de subventions, de choses comme ça, que ce soit pas si on a les moyens, on fera de la culture, que ça soit également considéré comme quelque chose d'important au-delà de l'évidence de la déclaration. On est souvent inquiet dans les associations, et je ne parle pas que de la MJC quand on dit ça, les théâtres, les cinémas, en tout cas les cinémas associatifs, c'est tiens, quand il y a des difficultés budgétaires, on va réduire les subventions de la ville.
Est-ce que vous avez quelque chose de ce côté-là, vous pouvez vous engager ou pas, ou est-ce que c'est impossible? On ne touchera pas au budget qui concerne la culture et la MJC. Il est hors de question. Si on y touche, ce sera éventuellement pour aider en plus. Mais sinon, il est évident qu'on préservera les ressources de la MJC qui ont été profondément affectées déjà. Et pas donc, que la MJC, hein, mais aussi la MJC, bien sûr. La MJC, donc bien sûr, je réponds à votre question. Et voilà. En fait, toutes les associations qui concourent, les structures qui concourent, la médiathèque, le conservatoire, la MJC, les autres associations verront leurs subventions confortées. C'est pas le moment en pleine crise, alors que la vie est plus difficile pour tout le monde, et notamment pour ceux pour qui c'était déjà difficile avant, de commencer à tout serrer dans tous les sens. En fait, vous parliez de crise énergétique et vous avez parfaitement raison de rappeler le contexte. Oui, il y a une crise, il va y avoir des factures qui vont être alourdies, mais à un moment donné, il va falloir aussi... nous, on va faire de la politique. Hein. Moi, si je suis élu, si je deviens maire, c'est aussi pour défendre ma ville, mon territoire, comme le font d'autres élus. Et donc, de faire en sorte que en fait, nos budgets soient défendus. C'est un rapport de force aussi. Donc moi, j'organiserai ce rapport de force dans le cadre démocratique, citoyen et légal, mais il existera, il sera politique. Et donc, je ferai en sorte qu'on obtienne un bouclier budgétaire de la part de l'État qui commence déjà à bouger lui-même face à la pression des élus de l'Association des maires de France, de l'Association des départements de France. Évidemment qu'aujourd'hui, les collectivités n'ont pas attendu l'élection municipale de Persan pour commencer à bouger, pour demander au gouvernement de faire plus qu'un geste, un énorme effort et qui n'est pas encore suffisant d'ailleurs à notre sens, pour faire en sorte que Persan, comme toutes les villes de France, puissent, notamment celles qui ont des budgets fragiles, puissent faire face aux dépenses énergétiques supplémentaires. Donc encore une fois, il ne faut pas raisonner, je pense, sur le plan comptable de façon figée, en se disant, en prenant l'exemple de ce qui s'est passé il y a un mois, il faut se projeter sur les mois suivants, sur les années suivantes, mais au-delà de ça, il faut surtout se battre pour avoir des budgets conséquents. Donc évidemment, si on ne fait rien, si on est apathique, si on ne fait pas de vagues, mais du coup surtout si on ne fait rien pour les gens, si on ne mène pas les combats, on est sûr de ne pas les remporter, on est sûr de ne pas avoir les budgets si on ne défend pas les citoyens. Donc moi, ce n'est pas du tout ma conception en fait, de l'engagement politique et de l'engagement civique pour les Persanais et en général. Donc en fait, nous, on va se battre, on va être une équipe qui va monter au créneau, au front, pour faire en sorte que tous les acteurs étatiques, départementaux, régionaux, tous nos interlocuteurs, l'Union européenne, parce qu'il y a un acteur dont on ne parle jamais à personne, c'est l'Union européenne, alors que vous pourrez bénéficier de beaucoup de subventions de l'Union européenne, et nous aurons des relais au niveau de l'Union européenne pour nous aider à cela. Tous ces acteurs mettre en place un bouclier budgétaire pour nous permettre de continuer à financer. En tout cas, mon engagement, c'est qu'il n'y aura pas de baisse des budgets dans les secteurs dont vous me parlez, c'est-à-dire la culture, la jeunesse et l'éducation populaire. Merci. Est-ce que le public a des questions à poser sur la culture, la politique culturelle, ou des demandes de précision sur ce qu'on vient d'entendre? Oui, deux questions. Il y en a. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre projet afin que les jeunes de Persan, par exemple, aient l'envie, entre guillemets, d'agrandir leur culture, d'avoir une certaine ouverture d'esprit? On va peut-être prendre aussi la deuxième question. C'est plus bas, au deuxième rang. Oui, donc sur le thème de la culture, vous avez parlé beaucoup d'aller vers les jeunes notamment, pour faciliter l'accès à la culture, pour faciliter l'égalité d'accès à la culture. On a beaucoup cité les acteurs associatifs, et notamment à juste titre la MJC. Moi, l'un des acteurs publics auquel je pense quand j'entends culture, même si vous l'avez évoqué vous-même, on leur demande beaucoup de choses, c'est aussi l'école. Alors l'école pour les jeunes, voire le secondaire, voire le lycée, même si la commune n'a pas forcément un pouvoir au niveau de ces différentes institutions. Mais pour ma part, je me trompe peut-être, ce sont des acteurs importants pour faciliter l'accès à la culture et l'égalité d'accès à la culture. Quelle action envisagez-vous pour permettre à l'école de jouer également son rôle dans l'égalité d'accès à la culture pour l'ensemble
des personnels personnalisés. Merci. Donc, pour ouvrir les horizons de la jeunesse, c'est bien ça votre question, mademoiselle ? Bah, en fait, merci, parce que c'est exactement notre ambition, c'est d'ouvrir le plus les horizons. Je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis. En fait, après vous allez me dire comment on le fait, mais je pense avoir quand même en partie un peu répondu à comment on aide ceux qui font au quotidien pour le réaliser. Mais voilà, je le répète, nous, notre but, c'est d'ouvrir tous les horizons dès le plus jeune âge, pour pas qu'il y ait de destin fermé tout tracé dès le départ parce qu'on habite à Persan. Donc, tout simplement, aider tous ceux qui font ça, les renforcer, permettre qu'ils soient au milieu de la vie de ceux qui souvent se sentent pas concernés, qui pensent qu'ils n'ont pas le droit. Mais en fait, leur dire, et d'avoir une mairie, je vous promets d'avoir une mairie, une équipe municipale qui donne cette énergie-là et qui a pour principe d'action le fait d'ouvrir les horizons, bah, ça change tout. Parce que si vous avez des adjoints qui ont comme feuille de route, et un maire qui a comme feuille de route de faire ça, et de donner la responsabilité à tous les acteurs, les financements, ils vont avec. Hein. Donc nous, on vous demande, en fait, parce que vous disposez des moyens municipaux, des financements municipaux, de mener telle politique. Et c'est du coup tous les acteurs, que ce soit institutionnels, associatifs ou intermédiaires, se sentent concernés et se mettent en mouvement. Surtout ceux qui le faisaient déjà, ils se mettent encore plus en mouvement. Et donc c'est ça en fait que je voulais dire, c'est que la politique c'est pas qu'une question de quelle dotation pour telle association, pour telle autre, ou juste de moyens, c'est aussi une question de volonté politique, de projet et de mouvement. Et donc si le mouvement il va dans le sens de plus d'égalité, plus d'ouverture d'horizon et plus de dispositifs et qu'on encourage à aller vers ça au niveau politique, je peux vous promettre que ça change la donne au niveau d'un territoire, quelle que soit son échelle. Donc voilà. C'est vraiment très important, en fait, on dit souvent maintenant « Ah, les grands discours, ça suffit ». En fait, je crois que j'aime pas trop ce discours-là, qui dit « Les grands discours, ça suffit ». Moi, j'ai jamais cru au fait que les gens n'aimaient pas les grands discours. Moi, j'aime beaucoup les grands discours, en fait, et je pense qu'on aime tous les grands discours. Du moment qu'il y a de la sincérité, que c'est mu par des vrais principes, on le sent si c'est vrai ou pas, en fait. Donc, voilà, moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans le micro-détail de comment vous allez financer tel dispositif exactement, sinon je vote pas pour vous. Bon, écoutez, si c'est pour ça que vous ne votez pas pour moi, ne votez pas pour moi. Mais moi, en fait, mon grand discours, oui, je l'assume, c'est l'égalité, la République, l'émancipation, le progrès social, et ce sera mon grand discours. Et voilà. Donc, il y a des discours plus éloquents que le mien, mais en tout cas, c'est les principes auxquels je raccroche mon action. Et une action sans principe, c'est pas très bon. On l'a déjà vu ça à Persan ces dernières années. Et l'autre question, pardon, c'était... Désolé. La place de l'école et la place des institutions scolaires, de manière générale, pour l'égalité d'accès à la culture. Alors, l'égalité d'accès à la culture, je pense que, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il faille surcharger l'école, qui a déjà beaucoup de missions à remplir, notamment à Persan. L'école républicaine, elle doit déjà faire en sorte que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, de savoir lire, écrire, compter, comme on dit, en fait, c'est très 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 important et c'est des missions qui demandent de consacrer beaucoup de temps et ce sont des missions qui font l'égalité républicaine. Je veux dire, on peut toujours faire plus de culture, moins de lecture, écriture, etc. À un moment donné, il y a un petit sujet sur le problème de l'égalité républicaine, un problème sur l'égalité sociale. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que l'école doit concourir dans la mesure du possible. Donc oui, il y a eu des initiatives que je soutiens, notamment sur le violon, il me semble, dans les écoles persanaises. Tout ce qui peut être fait, dans la mesure du possible et dans le temps. Mais mettez-vous à la place de tous les acteurs de l'éducation, de tous les enseignants au quotidien qui font un travail admirable et qui sont si mal considérés dans notre pays, qui sont si mal payés, je pense qu'on le sait tous, et qui donnent de leur temps avec passion pour faire en sorte que nos enfants, nos jeunes puissent demain être des citoyens qui ont toutes les ressources pour pouvoir s'accomplir dans la vie. Pensez à eux et dites-vous bien qu'ils reçoivent 10 circulaires ministérielles par mois, 10 instructions, des dossiers à faire, des livrets, des évaluations, qu'ils en ont comme ça. Donc on leur dit, non, c'est pas suffisant, on va vous rajouter encore une autre action. Et puis il faut vous mettre une action.
plus cette injonction. Je sais bien que c'était pas du tout le sens de cette question, c'est pas du tout. Non, mais ça me permet de développer en fait sur ce sujet-là. Effectivement, c'était pas du tout. Non, mais je sais bien. En fait, ce que je disais, c'est que vous parliez d'aller vers, de capter des jeunes que j'imagine que beaucoup de politiques à Persan ont été mis en place pour essayer de les capter. Ils n'y arrivent pas forcément. Ces jeunes n'arrivent pas forcément à la culture. Là où on trouve les jeunes, majoritairement, et de manière plus générale, c'est l'école, le collège, le lycée. Est-ce que la MJC, est-ce que les associations culturelles qui interviennent sur Persan n'ont pas également leur place, si ce n'est pas déjà le cas, dans les écoles, après l'école, pour disposer de ressources locales, pour disposer de locaux, de surface, et favoriser cet accès à la Quand c'est possible, on le fera. Franchement, quand c'est possible, on le fera. Il faut le faire. Notamment, je pense à une chose simple, mais très concrète par rapport à votre question. Très, très concrète. Moi, je veux qu'on encourage les sorties scolaires hors les murs. Qu'on puisse aller au musée à Paris. Encore une fois, moi, j'aime pas trop l'assignation à résidence. Surtout quand elle est non dite, non voulue, mais qu'elle a lieu quand même. Donc, nous, souvent, dans notre territoire à Persan, dans notre ville, on est souvent assigné à résidence. Quand c'est pas par le train, c'est par autre chose. Et on se croit nous-mêmes assignés à vie à devoir rester ici, alors qu'on peut aller vivre là-bas, revenir, faire ce qu'on veut en fait, du moment que c'est choisi. Mais c'est pareil pour la jeunesse et pour même dès le plus jeune âge. Il faut que les jeunes puissent se dire dès le plus jeune âge, oui, en fait, on est accompagné, encouragé à aller voir ce qui se passe à Auvers-sur-Oise, comme à Paris, à Cergy, ou je ne sais où ailleurs, où il y a d'autres pratiques culturelles, il y a des expos, il y a autre chose à voir tout simplement. Ça peut être un château, ça peut être une exposition, ça peut être un spectacle dans un théâtre parisien. Voilà, mais effectivement, ça peut être aller à la Cité des Sciences et d'Industrie au nord de Paris, ça va, c'est pas très loin de Persan. C'est pratique et puis surtout pour l'enfance, c'est génial. Donc voilà, moi je voudrais plutôt développer ces projets-là, oui d'accord, totalement, et financer les cars s'il faut financer les cars par exemple. Ça peut paraître très matériel et en fait non, ça l'est pas du tout parce que ça peut être des fois, parce qu'on n'a pas réussi à financer le car, parce que les parents n'ont pas forcément pu donner quoi que ce soit pour le financer, qu'on se l'interdit de faire. Donc si on peut aider à ça, oui on le fera. Faire plus de sorties culturelles pour les écoles dans le cadre existant. La parole encore au public. Si c'est possible. Alors, en fait, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'en fait, il se trouve que dans les écoles primaires, on est extrêmement dépendant des budgets alloués par les mairies, notamment pour les sorties culturelles et tous les projets culturels, parce que dans les écoles, il y a d'énormes projets qui se font, mais on passe notre temps à courir après l'argent, il faut le dire. Les enseignants, on fait toutes sortes d'actions pour récupérer de l'argent. Et il est vrai qu'une mairie qui accompagne financièrement, c'est extrêmement important parce que la culture a tout à fait sa place à l'école. Et puis, c'est un vecteur d'apprentissage, c'est-à-dire qu'apprendre à lire, écrire, compter, ça peut aussi passer par des projets culturels, c'est pas du tout antagoniste. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il est vrai que la question financière, elle est quand même assez cruciale pour les enseignants et pour les écoles, pour le fonctionnement des écoles. Donc, on financera les sorties culturelles à la hauteur de nos moyens, mais on mettra cette priorité à l'ordre du jour avec les budgets dont on dispose. Mais encore une fois, quand je mets la précision avec les budgets dont on dispose, je me le dois en tant que maire, parce que je suis responsable des comptes publics. Donc je n'ai pas commencé à dire « Ah bah tu veux ça, tiens je te donne ça, toi je te donne ça ». C'est pas sérieux. Donc je regarderai déjà l'état de nos comptes. Je devrais faire un audit pour regarder un audit général sur les comptes publics de Persan. Mais par contre, je peux vous donner mes priorités politiques. Donc oui, ça en fait partie. Puisqu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, les principes irriguent l'action. Donc les grands discours sont importants pour savoir dans quelle direction vont les femmes et les hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Quel est le dessin? Où est-ce que vous nous emmenez? Moi, je vous emmène vers une ville où on peut favoriser l'égalité d'accès à la culture. Donc ça passe, quand on rentre dans le détail, par des sorties culturelles favorisées. Le jour où on ne pourra pas le faire, on vous dira, cette sortie-là, non, effectivement, on ne peut pas vous aider, parce que sinon, l'année prochaine, on ne pourra pas faire ceci ou cela. Ou parce que si on fait ça, on n'a pas les moyens de faire autre chose. Et ce sera justifié comme ça, pas par oh, non, je sais pas, ou une absence, ou une non-réponse, etc. Ça, c'est hors de question. Ce sera toujours, quand on sait possible, on le fait. D'autres questions? Je propose de passer au troisième thème, sur la transition écologique. Même format, 2-3 minutes de libre expression, si on peut dire les choses ainsi.
écoute. C'est nous qui vous écoutons. Ah, d'accord. Le smartphone, outil très utile, mais qui peut aussi effectivement faire louper certaines choses. Alors, du coup, vous pouvez répéter la transition écologique. 3 minutes, 2-3 minutes. La transition écologique, il est temps qu'on l'engage à Persan, la transition écologique, parce que visiblement on a pris beaucoup de retard. Donc, les mobilités douces, comme on appelle en langage technocratique, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de nous déplacer, des déplacements alternatifs à ce qu'on appelle les mobilités dures, c'est-à-dire la voiture, tout ce qui pollue, qui fait du bruit, etc. On va les encourager, très simplement. Donc on va encourager les piétons, on va les protéger, on va encourager tous ceux qui n'émettent pas de pollution, parce que c'est trop facile de culpabiliser les gens en disant vous prenez votre voiture, vous polluez, etc. Quand on donne aucune alternative et aucun moyen, c'est juste insupportable en fait. C'est une injustice. Quand on pénalise les gens à l'entrée des grandes métropoles en leur disant vous allez payer un péage, vous n'avez plus le droit d'entrer dans la métropole parce que vous êtes des pauvres qui seront pollueurs parce que vous n'êtes pas capable de vous payer une voiture dernier cri électrique, en fait ça c'est injuste. Donc nous, notre rôle à Persan, ça va être de faire en sorte de développer la pratique du vélo, de développer la pratique de la marche. Aussi, ça passe par l'éducation Donc ça aussi, c'est de l'éducation populaire, c'est de l'éducation institutionnelle dans les écoles. Ça, on peut aussi l'encourager. C'est des messages qu'on peut faire passer, d'éducation civique dans le collège et dans le lycée. Et c'est des pratiques à encourager, mais c'est aussi des moyens, des infrastructures qui doivent se mettre à disposition de ce projet politique. Donc ça veut dire que les pistes cyclables, il va falloir accélérer maintenant. Le bureau d'études a travaillé sur les axes qu'on doit prioriser pour Persan. Maintenant, on va appliquer ce que nous a dit messieurs dames du bureau d'études. Donc là, il faut accélérer la transformation. Donc on va être des accélérateurs, des accélératrices. Je vous le dis, n'est-ce pas, pour ceux qui sont dans l'équipe, qui sont là ce soir, de la transformation écologique de la ville. De faire en sorte que les espaces verts soient préservés. Donc ça passe par l'urbanisme. L'urbanisme est là, pour le coup, vraiment une compétence communale. Et donc on va reprendre le pouvoir sur notre urbanisme pour qu'on arrête le bétonnage intensif de la ville sans conscience. Autant il est nécessaire d'avoir des logements abordables, de faire en sorte qu'en Ile-de-France les gens puissent se loger et à des conditions décentes, de lutter contre le logement insalubre, mais en même temps il est nécessaire aussi de respecter un équilibre pour que la ville continue d'être vivable, pour qu'on puisse se dire aussi qu'il nous reste des espaces verts, des lieux où on puisse respirer, qu'il reste des arbres dans cette ville, qu'il reste une biodiversité minimale. D'ailleurs, j'ai croisé un hérisson en arrivant avant le débat. Donc, il y a des hérissons dans le parc Colette-Besson. Sachez-le, juste derrière la FJC et l'école Jean Jaurès. Mais j'ai vu un petit signe. Il fallait que je parle de ce hérisson ce soir. Et voilà. Donc, pour parler du hérisson permet de parler de biodiversité et du fait que même dans une ville aussi bétonnée que la nôtre, artificialisée, en fait, il y a aussi des corridors écologiques à préserver. On est traversé par des rues, il y a l'Oise, les berges de l'Oise. Donc il y a plein d'espaces en fait à entretenir, à préserver et à les solliciter là encore en fait nos partenaires, les syndicats mixtes des berges de l'Oise, l'entente Oise-N, le parc naturel régional du Vexin. En fait, on a plein de partenaires tout autour, la direction régionale de l'environnement avec l'État, pour nous aider à faire en sorte de préserver et renforcer nos espaces naturels. Et arrêter de délivrer des permis de construire n'importe comment dans cette ville, parce que ici, ils délivrent des permis de construire toutes les 2 minutes, n'importe comment, des promoteurs immobiliers, sans aucune exigence, sans aucun rapport de force. C'est juste insupportable. Donc ceux qui vous promettent de changer ça alors qu'ils ont eux-mêmes été les signataires de ces projets immobiliers, si on a encore envie de les croire, franchement, là, je ne sais plus quoi faire. Donc je vous incite vraiment à regarder qui a fait quoi dans cette ville et qui est crédible pour faire ce qu'il dit qu'il va faire. Donc ça, c'est important sur l'écologie. La transformation écologique passe par l'urbanisme, passe par la préservation de zones naturelles dans le plan local d'urbanisme. Donc par nos batailles, déjà dans les positions, on a réussi à aboutir à des transformations dans ce qui va être la révision du PLU. D'ailleurs, elle est en cours, on va pouvoir la mener à bien et la renforcer encore, puisqu'elle est en cours de transformation, la révision du plan local d'urbanisme. Et puis enfin, j'ai parlé des transports, j'ai parlé de l'urbanisme. Il faut beaucoup aussi parler de tout ce qui concerne les berges de l'Oise. Je voulais revenir vraiment là-dessus. Donc faire en sorte, encore une fois, qu'on puisse plus facilement
on préserve les berges de l'Oise, que le département s'investisse beaucoup plus, notamment en ce qui concerne notre zone, à nous, à Persan, et que cet endroit soit beaucoup plus agréable à visiter, etc. Et qu'on puisse aussi rappeler une chose, enfin une dernière chose, donc une quatrième chose, c'est sur la transformation d'espaces agricoles en zone d'aménagement commercial ou zone d'aménagement concerté, la ZAC du chemin Herbu. Donc moi, j'ai eu l'occasion de prononcer, de dire quelle était notre opposition en tant qu'élu de gauche et écologiste. Et donc je m'y tiens, on ne peut pas d'un côté se battre contre ça et après s'allier avec ceux qui en sont responsables et les promoteurs. Donc à un moment donné, il faut quand même assumer ses responsabilités et être un tout petit peu cohérent. Et je pense qu'à un moment donné, les citoyens aussi ont un devoir de cohérence en sanctionnant ceux qui passent du coq à l'âne et qui changent de sujet et qui changent de camp. Donc sur l'écologie aussi, et donc sur le fait d'artificialiser les terres agricoles, ça me semble important de continuer à dire que moi, je ne suis pas pour artificialiser les terres agricoles pour construire des Burger King. Ça me semble une aberration totale, surtout quand on fait ça en plus en face d'un McDo et d'un Quick. Moi, j'ai pas très bien compris, surtout en termes de santé publique, d'écologie, enfin, il n'y a rien ne va dans ce projet. Donc, moi, je vais regarder de très près cette zone d'aménagement concerté pour voir où ça en est, pour pas qu'elle s'étende démesurément et qu'elle mange des derniers centimètres carrés de surface agricole de notre commune, parce qu'en fait, on est dans une crise écologique globale. Donc, on vit à Persan, certes, mais on vit aussi dans la société française, on vit dans l'Union européenne, on vit sur la planète Terre. Et donc, pour nous approvisionner, on ne vit pas que heureusement d'ailleurs, vu qu'ils bétonnent les dernières terres agricoles en face, on ne vit pas que de ce qui est cultivé à Persan. Comme vous le savez, quand on va au supermarché, à Marché Frais, au Leclerc de Persan, etc., on va acheter des produits qui viennent de la France entière, voire de l'Union européenne, voire du monde entier. Et on a un problème de terres arables dans le monde, et donc les terres arables, c'est les terres cultivables. Et plus on détruit des terres cultivables, des terres arables et des terres agricoles, plus on mène une politique contre l'humanité. Donc tout simplement, puisqu'on détruit des terres qui permettent de nourrir les gens, tout simplement. Donc c'est de ça dont je parle. Donc si c'est pour construire des Burger King. Encore, si ça avait été pour aider des PME innovantes qui font la transformation écologique, si c'était pour aider des entreprises dont on a besoin de fait dans la société, ou si c'était pour construire un gymnase, une école, je ne sais quoi, en faisant d'ailleurs attention aux lignes à haute tension, parce qu'il y a des lignes à très haute tension dans cette zone-là, ça c'est encore un autre sujet. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait déposé avec d'autres un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre un entrepôt qui est situé juste en dessous de lignes à très haute tension, sachez-le. Donc voilà, donc, la transformation écologique, il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui la font. Moi, dans l'opposition avec d'autres, on a mené ces combats-là à Persan, que ce soit en matière d'urbanisme, sur certains projets très contestés qui déforment notre urbanisme et qui bouffent des terres, soit des espaces verts, soit des terres agricoles. Là-dessus, on s'est déjà battu, et donc j'ai hâte d'être maire pour pouvoir faire les choses et avoir plus de pouvoir pour transformer écologiquement notre commune et arrêter ce bétonnage et ces déséquilibres d'artificialisation des terres. Une question qui a été travaillée par les acteurs de la MJC, c'est une initiative, tout le monde connaît plus ou moins, je suppose que vous l'avez remarqué, j'espère, puis de toute façon, faire en sortant, si jamais ce n'était pas le cas, il y a une initiative de végétalisation des bâtiments. Est-ce que, donc de la MJC, est-ce que c'est quelque chose qui peut inspirer une politique municipale ? Bien sûr, j'ai toujours soutenu, quand elle a été faite, j'ai soutenu, j'ai signé j'ai voté pour sur le site budget participatif de la région Île-de-France. J'ai partagé sur les réseaux sociaux, sur ma page. Donc imaginez bien que en tant que maire, je vais faire beaucoup plus pour diffuser ces bonnes pratiques à l'échelle municipale. On a un devoir d'exemplarité, nous, en tant que municipalité, donc on le fera au niveau des bâtiments, de tout ce qui est du ressort de la municipalité sur lequel on a prise. On devra faire la transformation énergétique et écologique des structures, des infrastructures qui nous concernent. Merci. Des questions sur ce thème de l'écologie, la transformation, transition écologique, les mobilités douces et autres dimensions de l'écologie. Oui. Moi, j'ai une question sur les passoires thermiques. On a énormément de vieux bâtiments dans la ville. Qu'est-ce que vous comptez faire pour aider les gens à rénover leurs bâtiments en complément des aides de l'État ? Merci pour cette question. Donc, on a un partenaire qui s'appelle l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA,
sachez-le, qui travaillent aussi au niveau intercommunal contre les passoires énergétiques, j'allais dire, mais pour que les habitants puissent avoir justement des subventions, des aides, et que les classes moyennes, les classes populaires de personnes qui veulent être aidées puissent l'être à la hauteur de leurs besoins, et notamment pour réduire le plus possible les factures que ça représente, parce que c'est un investissement, c'est un coût. Et donc oui, en fait, on a un partenaire qui s'appelle l'Agence nationale de l'amélioration d'habitat, et aujourd'hui je veux que les Persanaises et Persanais qui ne sont pas suffisamment au courant puissent vraiment bénéficier de ces aides qui permettent de réduire massivement. Après, nous, la ville, on a la possibilité de créer un budget pour aider les Persanaises et Persanais en plus. Évidemment, on le fera pour compléter, parce qu'aujourd'hui, il arrive parfois que pour certaines familles, ces crédits de l'Agence nationale ne soient pas suffisants. Donc oui, il y aura un budget transition écologique qui permettra aussi d'aider les familles à faire ces investissements. Ensuite, il y a la responsabilité des bailleurs, parce qu'il y a beaucoup de locataires dans notre ville. On a des bailleurs, n'est-ce pas, Monsieur Nénard, donc des bailleurs qui ne sont pas forcément toujours engagés en amont ou au soutien des locataires qui subissent et qui n'ont pas forcément la problématique de pouvoir investir puisqu'ils ne sont pas propriétaires. Donc là, nous, on va encourager et on va solliciter et on va secouer quand c'est nécessaire, les bailleurs qui sont en retard sur la transition énergétique et les passoires thermiques. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. D'autres questions ? Bonsoir. C'est une question pour les transports. Donc, on a agrandi la zone de Chambly, de Persan, mais il y a un bus tous les 1 heure. Et notamment à 22 places, et je sais que ma femme a eu ce problème-là par rapport à la poussette, elle ne pouvait pas monter avec les enfants, donc c'est bien d'agrandir les zones, mais s'il y a des bus, moi qui est notamment conducteur de bus, et je sais que j'ai eu cette problématique, de fois de refuser des personnes même, donc avec les enfants, donc c'est bien d'agrandir les zones, mais s'il y a des bus, moi qui est notamment conducteur de bus, et je sais que j'ai eu cette problématique, de fois de refuser des personnes même. Donc je voudrais savoir est-ce que ce problème va se régler. Merci de cette question très importante. Donc dès qu'on arrivera en responsabilité, en fait, on va tout de suite aller voir Keolis, qui est l'acteur du système d'offre de transport de bus. Si je peux, je ferai la réunion avec mes collègues aussi de l'intercommunalité, parce que c'est un sujet interconnexion intercommunale, là encore. Et donc, on ira les voir pour développer l'offre de service sur les lignes les plus fréquentées. On va leur demander, nous on regardera les chiffres en fait, de la fréquentation. On sait aussi quels sont les moments où il y a le plus besoin, etc. Et puis on leur demandera effectivement de revoir la question de l'accessibilité et des véhicules qui sont mis en place par rapport aux familles. Et évidemment qu'il faut que ce soit des bus, qu'on aille vers des bus à haut niveau de service et des bus qui sont accessibles au niveau piéton pour que les poussettes puissent rentrer facilement. Souvent, des mères de famille ou des papas peuvent avoir accès en poussette ou des personnes en situation de mobilité réduite ou des personnes qui ont des handicaps. Alors l'accessibilité pour moi c'est une chose très importante, à la fois pour les familles en général, mais aussi pour les personnes à mobilité réduite ou qui sont en situation de handicap. Il faut absolument qu'on accélère à Persan là-dessus. Et je m'engage vraiment à faire un plan sur l'accessibilité de tous les lieux, toutes les infrastructures qui dépendent encore une fois de nous ou sur lesquelles on peut solliciter des partenaires pour agir parce que on les cofinance. Et donc là aussi, il faudra améliorer cette question-là. Mais voilà, encore une fois, on travaillera de façon prioritaire sur les lignes de bus où il y a le plus de monde concerné, où il y a le plus de besoins pour revoir la question de la fréquence. Bon, évidemment, Keolis va nous dire, oui, mais quel financement? Donc ce sera l'objet d'une négociation, et puis comme c'est intercommunal, je ne décide pas tout seul là pour le coup. Mais en tout cas, moi je ferai du lobbying en tant que maire de Persan pour défendre nos intérêts. À 100%, puisque mon plan c'est de favoriser les mobilités alternatives à la voiture. Donc encore une fois, on ne peut pas faire des injonctions aux gens de changer si on ne leur donne pas les moyens de changer les choses. J'ai une question. Pour les lignes
lignes de bus entre personnes et Roissy. Je voudrais savoir si il va y avoir de bus de nuit entre Persan et Roissy en ligne fédéraux qui vient jusqu'à Persan. Pour les gens qui travaillent qui va travailler à Roissy, quoi. Et pour qu'ils ne soient pas bloqués par le transport, quoi. Merci beaucoup. Donc oui, la question de la ligne 100, vous avez raison de la poser cette question parce qu'elle est souvent revenue. Et c'est un sujet, ça me permet d'aborder un sujet qui est important pour moi, c'est que Persan bénéficie de l'attractivité de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. C'est très très important pour mon équipe de mettre en place des partenariats. On a la chance d'avoir aussi nous nos propres réseaux et nos capacités à justement travailler avec des partenaires qui sont sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et donc on va en faire bénéficier à plein, notamment notre jeunesse, pour qu'elle puisse bénéficier de tous les métiers aéroportuaires, qu'elle puisse se former à l'anglais aussi par ce biais, parce qu'il y a tout un tas de formations. Et voilà, il y a des structures qui existent. Donc je ne réponds pas à votre question sur le bus 100, mais ça me permettait de développer sur le fait que le bus 100 peut et doit être renforcé en termes d'offres de transport, parce qu'aujourd'hui les liaisons, elles existent, il y en a quand même, mais elles ne sont pas suffisantes, notamment sur des créneaux horaires, puisque les horaires souvent sur un aéroport sont atypiques. Donc il faut que les liaisons, pour que je mène cette politique en faveur du fait qu'on bénéficie plus à Persan de l'aéroport, il faut que la bus s'aligne sur cette politique, évidemment. Donc vous avez bien fait d'en parler. Donc oui, là encore, il va falloir activer, aller voir la présidente de région, puisque la région, en fait, c'est les organisateurs du transport en Ile-de-France. Et donc, nous, en fait, on va plaider notre cause, avec nos dossiers sous le bras, on va aller plaider notre cause à la région pour que la ligne 100 fasse l'objet d'un renforcement. Oui, il va falloir la renforcer, et notamment sur des horaires où il y a des carences, où il y a des difficultés particulières. Parce Donc, que oui, pardon. la ligne 100, excusez-moi, la ligne 100, il s'arrête et le dernier bus 100, il s'arrête à 21h. 21h. Après 21h, il n'y a pas de... Si tu vas aller travailler, il n'y a pas de bus, quoi. C'est après 21h qu'il n'y a pas de bus. Il faut qu'il y ait... Parce que personne est desservi par l'aéroport de Roissy, mais les gens qui... Pour aller travailler là-bas, il faut un moyen de conversion. Parce que on ne peut pas le prendre parce qu'il n'y a pas de moyen de locomotion. On ne peut pas le prendre, quoi. Il faut un moyen de locomotion. Alors, oui, effectivement, il va falloir clairement pallier à ce problème. Effectivement, si... Quand on est dans cette situation qui a été identifiée, pour moi la ligne 100 c'est vraiment une priorité et donc oui on travaillera à ce qu'il y ait des bus pendant les horaires où actuellement il n'y en a pas. Je partage cet objectif, cette priorité monsieur. Merci d'avoir posé la question. Merci à vous. Alors vous avez évoqué l'un des principes que votre liste porte, à savoir l'accès aux mobilités douces pour tous les Persanais. Merci pour ce principe, mais en termes d'actions concrètes, qu'est-ce qui serait envisagé sur Persan? S'agit-il de permettre aux Persanais de bénéficier de facilités d'accès à des voitures électriques, par exemple? S'agit-il de mettre en place des vélos en libre circulation pour les Persanais? S'agit-il de mettre en place des bornes électriques sur Persan? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des réflexions qui sont portées dans ce sens? Déjà, on vous sollicitera lorsqu'on fera
une concertation publique sur les mobilités douces, puisque vous avez déjà des éléments intéressants, mais plus sérieusement, en fait, un peu de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas soit l'un soit l'autre. Il faut faire un peu de tout maintenant. Donc il faut faire des bornes rechargeables. Il y a beaucoup de personnes depuis quelques années qui me demandent des bornes rechargeables. Ils me disent, elles sont où, monsieur le conseiller municipal, les bornes rechargeables? Donc on va devoir les faire, il faut les faire. Notamment parce que c'est de plus en plus difficile des fois de les trouver ou d'avoir accès à, ou des fois ça coûte cher, etc. Donc il faut que les pouvoirs publics mettent en place, là encore, je veux dire, si c'est des objectifs politiques du plus haut niveau, si c'est des objectifs de société au-delà de la ville de Persan, encore une fois, parce qu'il y a un replay après de cette soirée débat, donc il y a des gens qui vont faire des commentaires. Monsieur Lombard a multiplié les dépenses inconsidérées, etc. On est à 2 semaines du premier tour, je les vois déjà venir. Les bornes rechargeables, c'est générateur de recettes. Exactement, merci. Les bornes rechargeables sont génératrices de recettes. Donc, message pour ceux qui vont regarder le replay, qui ne sont pas toujours très bien intentionnés. Voilà, donc c'est nécessaire. Des bornes rechargeables qui marchent, parce que... Voilà. Là, vous en demandez beaucoup, je trouve. Non, mais l'expérience de ce que j'entends autour de moi, c'est qu'il y en a, mais elles ne marchent pas souvent. Hein. Je ne parle pas dans le secteur, je parle en général. Oui, bien sûr. Oui. Bah, on demandera des bornes rechargeables qui marchent. Voilà, je le demanderai. Donc voilà, après, comme j'ai dit tout à l'heure sur les vélos, bah déjà faire les pistes cyclables, ce serait bien, non? Parce que si vous avez vu des pistes cyclables ou dans Persan, je sais pas, c'est un scandale en fait. Les gens qui sont au pouvoir depuis 27 ans dans cette ville, qui sont du même système, et en fait on n'a toujours pas de pistes cyclables. Bon. Est-ce que... Je finis juste sur... merci, c'est gentil de poser la question, mais juste je finis sur la question. Et donc oui, des services de partage de vélos, oui. Pourquoi on n'aurait pas le droit à personne de partager? En fait, des fois, je ne comprends pas pourquoi dans certaines communes en Ile-de-France, on n'a pas le droit à des services qui existent dans la Grande Couronne, dans le Grand Paris. En fait, je n'ai toujours pas compris le... Enfin, en fait, on n'est pas plus égaux, moins égaux que dans le Grand Paris. Donc oui, si on veut des services de partage, on peut les faire, en fait. Il faut le vouloir, il faut des élus qui le veuillent. Tout ce qui va dans ce sens, j'approuve, parce que ça va dans le bon sens, ça fait faire des économies à tout le monde. En fait, c'est du bien-être, c'est du partage, c'est de l'égalité d'accès à, et surtout encourager les mobilités douces. Ces pratiques le permettent. Pardon. Et justement, pour encourager ces pratiques de circulation douce, est-ce qu'il pourrait être envisagé d'augmenter le volume des navettes et bus qui passent sur Persan, en attendant qu'on ait des Vélib? Des Vélib électriques, bien sûr. Alors, les bus en général, toutes les lignes confondues ou... Les petites lignes, les petites navettes, en l'occurrence, parfois il y en a... Alors, il y a un système de navettes, pardon. Des fois, il y en a très fréquemment sur les heures de pointe, et un petit peu moins dans la journée. Peut-être que s'il y en avait un peu plus dans la journée, je pense notamment sur la ligne A et la ligne C, où il y en a, alors de mémoire, ne m'en voulez pas, je pense un par heure ou une fois toutes les demi-heures, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus avantageux sur Persan qu'il y ait beaucoup plus de navettes pour qu'on puisse circuler beaucoup plus facilement sans avoir besoin d'utiliser son véhicule, pour ceux qui sont dans la protection de l'environnement. Et puis aujourd'hui, on connaît aussi la problématique des coûts d'essence et des coûts énergétiques et de l'entretien d'un véhicule. S'il y avait plus de navettes, dans mon idée, les gens pourraient se déplacer beaucoup plus facilement, notamment pour faire les courses d'une supérette à une autre, pour leur vie tous les jours, tout simplement. Totalement d'accord, oui, donc oui, il faut encourager ça. Encore une fois, l'orientation politique, elle sera celle-ci. Mais moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire à l'euro près ou aux dizaines de milliers d'euros près, je vais pouvoir financer ça demain, 6 mois après notre arrivée, vous allez avoir 3 bus par minute, enfin, c'est pas sérieux non plus. Donc, c'est pas d'ailleurs ce que vous me demandiez, mais l'orientation sera de renforcer l'offre de transport public. Donc, très clairement, on mettra en place tout le lobbying nécessaire, après avoir identifié au bout de quelques semaines les lignes prioritaires qu'on a définies comme prioritaires pour les besoins des Persanais en partant des besoins. Et ben, on va aller voir tous nos interlocuteurs, tous les partenaires, et à commencer par IDF Mobilité, pour qu'ils nous aident à financer tout ça, en fait, et pour qu'ils les renforcent. Parce qu'en fait, il faut mettre des responsables politiques du plus haut niveau que nous face à la responsabilité de leur discours. Voilà, moi, encore une fois, j'aime bien les grands discours, comme vous avez compris, donc, et j'aime bien aussi qu'ils se réalisent tout comme nous tous. Donc, on va les mettre face à la responsabilité. Ils ont défini des orientations stratégiques pour la nation. Eh bien, mettez-les en place sur notre territoire et aidez-nous à les mettre en place.
Parce qu'à un moment donné, les injonctions paradoxales, ça va 2 secondes, quoi. On ne peut pas dire aux gens prenez le vélo, prenez les transports publics, etc. et pas mettre l'offre correspondante sur le territoire. On devient fou avec les injonctions paradoxales. Donc, on va lutter contre les injonctions paradoxales et on va mettre les gens face à leurs responsabilités, y compris médiatiquement. Tous les leviers seront actionnés. Franchement, moi, j'hésiterai pas. Et j'aurai plaisir à le faire, surtout. D'autres questions? J'en ai une à vous poser de manière plus générale, puisque vous avez parlé de concertation, aller vers, vous avez parlé de conseil de quartier. Est-ce que c'est dans votre vision, vos principes, les conseils de quartier, c'est juste, mais c'est entre guillemets, c'est déjà pas mal, demander aux gens ce qu'ils pensent, voilà, puis c'est vous qui décidez, ou est-ce que c'est aussi une certaine autonomie avec un budget relativement significatif, un peu plus que 100 € par an, je le caricature j'imagine, est-ce qu'il peut y avoir une autonomie quand même de décision, donc c'est le quartier, et donc budgétaire ou pas, ou est-ce que vous pensez que c'est juste de l'information, ou quel est votre point de vue de ce côté-là? Je pose la question parce que dans les lycées, on aime bien nous construire les choses ensemble. Hein. Donc est-ce que vous partagez ça pour la lycée? Ça bien sûr, c'est notre politique à nous, mais est-ce que dans une ville, c'est concevable ou pas? La liste Rassembler Persan, notre équipe, on veut que la mairie de Persan soit la mairie de tous les Persanais. Et ça a un sens, c'est pas juste un slogan, c'est que, en fait, la ville, la mairie, les institutions municipales appartiennent à tous les Persanais. Et donc, ils ont un droit de regard et d'intervention tout au long de la vie municipale, pas seulement au moment des élections. Et donc, dans un conseil de quartier, à plus forte raison, oui, si on peut donner les moyens, il ne s'agit pas de transférer les moyens du conseil municipal vers les conseils de quartier, mais d'avoir des budgets participatifs dans les conseils de quartier, oui, nous l'envisageons très sérieusement. Et donc, oui, ce ne sera pas 100 €, ce sera plutôt, je sais pas moi, pour commencer, parce qu'on va commencer, on va faire des expérimentations pour voir comment ça marche, s'il y a une appétence, s'il y a du répondant, parce que des fois on met en place des dispositifs très démocratiques de partage du pouvoir et des budgets, et en même temps les gens ne viennent pas. Donc ça peut arriver aussi. Hein. Après, moi je pense que ça va marcher. Je fais le pari du fait que les Persanais ont soif de participer à construire leur ville, et parce que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé ici. Donc moi je fais le pari. Donc je pense que on peut, je sais pas, se fixer 5 000 € par conseil de quartier pour commencer, parce que les marges d'intervention d'un conseil de quartier ne sont pas non plus illimitées, au même titre que les marges d'intervention d'un conseil municipal ne sont pas illimitées et absolues. Elles sont partagées avec plein d'autres niveaux d'intervention. Donc voilà, si je réponds à votre question, 5 000 € par conseil de quartier pour commencer. Et moi je voudrais vraiment que les citoyens s'investissent plus dans leur commune et voilà, fassent avec, interviennent, prennent les choses en main, quelles que soient leurs opinions politiques, même si parfois certains vont dire non, moi je n'ai pas d'opinion particulière, mais je veux participer. Voilà, que tout le monde puisse le faire. Ça répond effectivement à la question telle que je l'ai posée. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? On va peut-être prendre le mot de la fin. Alba, tu veux peut-être faire une conclusion? Non, pas du tout. C'est notre invité alors qui va faire une conclusion. Voilà. Alors combien? 3/4 d'heure? Oui, à peu près. Oh, ça c'est Est-ce qu'on a un petit peu faim derrière ce ça. Voilà. Et puis il doit y avoir un petit peu de fatigue et on est vendredi soir. Donc quelques un mot de conclusion, s'il vous plaît. Merci beaucoup déjà de cet échange. Merci à l'animateur de cette soirée, et puis plus l'animateur, presque journaliste, animateur chevronné. Je pense qu'il y a du métier derrière. Hein. Et puis merci surtout à la MJC, à tous les membres du conseil d'administration, à la présidente, à la directrice, et puis à vous tous d'avoir été présents de bout en bout dans la soirée, d'avoir posé des questions, de m'avoir relancé, de m'avoir précisé quand c'était pas précis. Et puis surtout, moi je suis très heureux qu'on ait pu avoir cette soirée qui est forcément positive, quel que soit ce que vous pensez à la fin, parce que on se connaît mieux. Moi j'aime pouvoir partager quelles sont les options politiques qu'on propose pour la ville. J'aime bien dire quels sont mes principes, quels sont nos principes, puisqu'on est toute une équipe, et qu'est-ce qu'on compte faire, comment on compte faire, parce que c'est pour ça qu'on se présente. Donc c'est forcément un moment gagnant pour tout le monde, et puis pour les Persanais et Persanais qui soit ce soir, soit seront derrière leur écran à regarder le replay, ou avec la radio, avec Alternative FM, que je salue aussi, avec sa journaliste qui prête son concours
pour les moyens sombres de cette soirée. Et je remercie aussi tous les bénévoles de la MJC qui ont rendu cette soirée possible. Et donc voilà, rendez-vous dans 2 semaines pour ce rendez-vous démocratique. Faisons de cette crise locale, municipale, une opportunité pour faire en sorte qu'on ait un meilleur avenir ensemble à Persan. Bonne soirée et bon buffet à tous. Merci. Merci à tous.